J'avais faire du marketing, j'avais toujours pas de business. On a trouvé quelqu'un qui avait besoin de marketing et pouf, en un mois, je me suis retrouvé à 3 000 € par mois. Enfin, il y a quelqu'un qui va dire ouais, le meilleur business à lancer c'est de faire ça, la meilleure chose à faire c'est de faire ça. Et du coup les gens ils sont en mode ok, c'est quoi le plus intéressant? En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui presque tout est intéressant. Alors pas tout, tu vois, genre des trucs comme le quoi, moi je suis absolument contre. Un domaine où l'école est le plus à la ramasse, c'est le marketing. Est-ce que tu as déjà entendu une seule fois à l'école un professeur te dire on va parler de copywriting? Jamais mec, en C'est 3 ans jamais. hallucinant. Les packs de prompts ils sont souvent aussi générés avec ChatGPT, tu vois. C'est pour ça que moi les mecs qui font ça, je les vois un peu en mode scammer, tu vois. Le problème avec le mindset, c'est que c'est devenu tellement cliché qu'il y en a qui l'ont décrédibilisé, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Aujourd'hui j'ai un invité d'exception qui est Louis Esquier. Salut. Eh bien pour commencer ce podcast, comme je l'ai fait sur les autres, eh bien est-ce que Louis tu peux te présenter, parler rapidement de ton parcours, même si on reviendra un petit peu plus dans le détail par la suite. Ouais, bien sûr. Alors moi je m'appelle Louis Esquier, j'ai aujourd'hui 23 ans, ce qui paraît à la fois jeune et à la fois vieux. Parce qu'aujourd'hui, je suis entouré de jeunes qui n'ont même pas 23 ans. Je suis l'un des plus vieux à ces petites semaines entre entrepreneurs. Ouais, parce que pour remettre dans le contexte, en fait, on est dans une semaine entre entrepreneurs et au niveau des âges, ça va entre 18 et 23 ans. Non, 25, 25, Alexandre, ouais, donc et entre 18 et 25 ans. Mais oui, on est beaucoup à avoir 20, 21 ans et à déjà tous vivre de notre business, puisque là, pour ce séminaire en Espagne, enfin ce séminaire, c'est cette semaine entre entrepreneurs, la condition en gros, c'est de pouvoir vivre, enfin de vivre de son business. Ouais. C'est un petit peu pour replanter dans le contexte, mais et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup de gens très jeunes. Ouais, il y a beaucoup de jeunes, c'est cool. Moi, mais quand j'avais ton âge, c'était il y a 2 ans, donc ça va. J'avais personne de mon âge qui se lançait et tout, donc c'est super cool d'avoir ce genre d'opportunité. Et sinon, juste pour finir sur ma présentation, moi aujourd'hui, j'ai pas mal de business. J'ai surtout ma chaîne YouTube où là, je vais toucher les 100 000 abonnés. Je suis à 99 500. C'est presque. Il me reste 500 abonnés pour être 100 000, donc bon, j'ai 100 000 abonnés. Et puis à côté, j'ai 3 business. De base, j'avais une agence de marketing que j'ai spécialisée en email marketing. Donc voilà, donc ça c'était mon premier business que j'ai depuis super longtemps, depuis 2019, donc depuis que j'ai 19 ans. Et ensuite à côté, j'ai maintenant 2 autres nouveaux business qui sont Agency Lab, qui est mon programme d'accompagnement pour créer une agence de marketing en ligne avec l'IA. Justement. On va pouvoir en parler. Justement. Et troisième business que j'ai lancé il n'y a pas longtemps avec des partenaires, qui est une agence YouTube, tout simplement, pour aider sur YouTube, accompagner sur le montage, création de vidéos, miniatures sur YouTube. D'accord, donc un sort d'accompagnement de A à Z pour aider quelqu'un qui se lancerait à exploser sa chaîne YouTube, quoi. Ouais, c'est ça. Grâce à ton expertise qui a du coup été prouvée, les 100 000 abonnés, tu les as fait en presque 1 an, je crois, à peu près. Ouais, en gros, je me suis vraiment mis à fond sur YouTube à partir de septembre 2022. Entre septembre et décembre 2022, j'ai fait 10 000 abonnés. Ouais, Donc justement, je te suivais déjà à cette époque-là. Trop bien. C'est assez incroyable parce que je te suivais, ouais, tu dois avoir 7-8 000 abonnés. Et après, j'ai vu ta chaîne exploser. Et à l'époque, on ne se connaissait pas du tout. Là, c'est la première fois à cet événement-là qu'on se rencontre en vrai. Ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et Donc du coup, 10 000 abonnés jusqu'en décembre. Et puis après, de janvier à là, on est en décembre. Donc en un an, j'ai gagné 90 000 abonnés. Donc poussé jusqu'aux 100 000 abonnés et gros objectif après pour 2024 sur la chaîne encore. Tu as fixé déjà un palier ou Ouais, j'ai fixé plusieurs paliers. Pour ceux qui démarrent dans l'entrepreneuriat, ça peut les aider. C'est ce qu'on appelle les objectifs BMW. Ouais, donc si tu j'aime bien connais, ça. c'est bien, mieux, waouh. Et du coup, mes objectifs BMW, simplement bien, c'est 200 000. Mieux, c'est 500 000. Et waouh, c'est 1 million. Ouais. Alors, on est d'accord, 1 million, en vrai, techniquement, c'est pas possible. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est possible quand même, je pense. Mais il Je faudra pense- vraiment. Ouais, je pense qu'il faut taper au bon endroit pour faire 1 million. Pour moi, c'est quelque chose qui est possible, qui est réalisable. Et puis surtout, si j'ai fait x10 en un an, techniquement, je suis à 100 000. Si je fais x10 encore l'année d'après, c'est 1 million. Je pense que je serai capé après avoir fait 1 million. Au-delà, ouais, sur les niches, le plus gros en France, il est sur à peu près 1 million dans la niche business. Mais après, toi, c'est pas forcément que focus là-dessus. Ouais. Donc, tu as peut-être une taille de chaîne où je peux peut-être aller à 2-3 millions, mais au-delà, ça va être compliqué. Ouais, on est d'accord. pas- Et puis c'est pas mon objectif. Moi, j'ai bien envie quand même d'essayer de tester, d'aller jusque. Je pense pas peut-être aller jusqu'au million parce que aussi ça dépend aussi du contenu que je vais faire pour aller jusqu'au million.
j'ai pas envie de vendre mon âme, faire du contenu un petit peu putaclic et ce genre de choses, parce que je sais que s'il y a certains contenus qui pourraient m'amener plus facilement aux millions, mais à côté, ça veut dire sacrifier la qualité, sacrifier d'autres choses. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et ouais, j'ai bien envie de tester et de voir où est-ce que ça peut m'amener. Donc, BMW. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le nombre d'abonnés, ça veut pas forcément toujours dire l'audience que tu as derrière. Ça veut pas Ouais. forcément dire aussi combien d'argent tu peux générer avec cette chaîne YouTube, avec les projets que tu lances et que tu vas promotionner aussi grâce à YouTube. Ça veut pas aussi dire, voilà, est-ce que la communauté, elle va juste te suivre comme ça? Est-ce qu'elle va être engagée? Est-ce qu'elle va regarder toutes tes vidéos? En fait, il y a plein de facteurs. Et même des fois, enfin moi je le remarque plutôt sur les Reels, je sais pas si c'est pareil sur YouTube, mais des fois tu vas avoir un Reels, tu vois, qui va partir plus viral, qui va faire peut-être 100 fois plus de vues que la moyenne, mais en fait derrière il va pas statistiquement te rapporter 100 fois plus d'abonnés qu'un autre Reels. Et en fait ça dépend vraiment du contenu, tu vois. Moi par exemple là sur le mois dernier j'ai deux Reels qui ont fait à peu près 300 000 vues sur Insta. C'est cool. Il y en a un qui m'a rapporté 800 abonnés, il y en a un qui m'a rapporté 150 abonnés, tu vois. Donc en fait, les vues, enfin déjà, ça veut rien dire en termes d'audience et d'abonnés que tu vas avoir derrière. Enfin, il y a forcément une corrélation, tu vois, mais en tout cas pour Insta, pour YouTube, je pense que ça doit être aussi vrai à mon avis, mais je n'ai pas l'expérience dessus pour le dire. Et après, derrière, il faut voir aussi combien de clients. Est-ce que c'est juste des gens qui vont suivre parce que voilà, ça les intéresse, ils veulent juste regarder et en soi, c'est quelque chose qui se comprend tout à fait, tu vois. Ou est-ce qu'après, on va avoir envie d'aller plus loin? Puisque toi, du coup, avec ta chaîne YouTube, ce que tu proposes principalement, je crois que c'est un accompagnement, c'est vraiment ce que tu mets le plus en avant avec ta Ouais. chaîne. Ouais, bah, c'est ça l'idée. Juste pour revenir sur les Reels, pour moi, j'ai fait un Reel qui a fait 60 000 vues, qui Ouais, m'a ramené 1000 abonnés. ouais, voilà. Mais ça m'a ramené énormément de femmes. Ah, Parce qu'il a bien marché auprès des femmes. Du coup, je suis passé de genre une stat 90% de mecs à 70%. C'est-à-dire que j'ai pris 20% de femmes en plus sur mes abonnés. ah, C'est ok, ouais. incroyable. Bon, je pense pas que ça va forcément se traduire en vente. Bah après, c'est vrai que dans ta com, tu communiques un peu Ouais, plus sur les hommes aussi. ouais, c'est sûr. Mais en fait, je pense que enfin après ça, on en parlera peut-être après dans le podcast, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui pour les femmes, c'est quelque chose où en fait c'est moins entre guillemets démocratisé qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes en fait qui veulent se lancer dans le business et c'est pas forcément le cas Bah, en même temps, les pour femmes, les il faut femmes. qu'elles soient à la cuisine, tu vois. Non, je vais pas commencer à aller dans ces débats-là. Ce qu'il Non, faut non. savoir, c'est que j'adore faire des blagues comme ça. Oui. J'aime beaucoup déconner et tout, parce que bon, au bout d'un moment, on peut plus rien dire, comme on aime bien dire. Donc j'aime bien détendre l'atmosphère et puis, oh, ça va, Moi, je des suis blagues de temps en temps, un petit peu de l'école entre guillemets qui dit qu'on peut rire de tout et je sais ouais, qu'il y en a, ça les dérange, mais pas mais avec n'importe qui. pas Faut avec toujours, n'importe qui. Et faut là, toujours dire on est ça, avec ouais. YouTube, alors attention, parce que n'importe qui nous regarde. Mais non, en fait, enfin, même moi, tu vois, des fois, j'aime Ouais. bien faire des reels bien clivants où je sais que ça va bien diviser dans les commentaires. Et ça me fume toujours qu'il y ait autant de mecs qui tombent dans le panneau et qui se disent ah, je suis sûr qu'ils pensent vraiment ça, tu vois. Et du Ouais, coup, ils vont nous sortir des pavés de 30 lignes. Moi, je les lis même pas, enfin, j'en ai lu 2-3 au début, mais enfin, tu les lis pas. Et en fait, les mecs, ils pensent, enfin, ils se sentent intelligents et supérieurs quand ils commentent, alors qu'en fait, ils sont juste là à t'apporter la visibilité. Et en fait, c'est juste, entre guillemets, les idiots utiles, tu vois, du système. Enfin, là, je m'emporte un peu, tu vois, mais enfin, ça me fume comment à chaque fois, genre, ils tombent dans le panneau. Et en fait, au final, les reels, enfin, ouais, je crois que le Reels que j'ai fait qui a fait le plus de vues, Mm. c'était un Reels où tu vois, je débunkais en gros un truc d'Idriss Aberkan. Et en fait, enfin, tu vois, qu'Idriss Aberkan il ait raison ou pas, je m'en fous. Ce Ouais. qui compte, c'est juste que derrière, ça fasse enfin, entre guillemets, du clash dans les commentaires, que les mecs ils se balancent des pavés, alors qu'en fait, qu'il ait raison, qu'il ait pas raison, mec, ça change quoi à ta vie, tu vois, genre, Ouais, c'est sûr. c'est. Ouais, mais c'est ça aussi que j'aime pas avec la mentalité des shorts, des reels, Ouais. etc. Je pense en fait ils sont tellement matraqués du cerveau que c'est plus qu'une réponse émotionnelle. Mm. Et, C'est beaucoup ça, ouais. et c'est ça quoi. Et puis il y en a qui cherchent aussi beaucoup les likes, qui Ouais. cherchent beaucoup à être le top commentaire. Et du coup, tu vois, ils essayent de trouver la meilleure réponse pour être top commentaire. Mm. Pour être top commentaire sans se faire backlash à côté. Mm. Tu vois, c'est d'être sur l'opinion commune. Généralement, c'est en plus, c'est quand tu commences à parler d'argent ou même Idriss, bah en fait, c'est sur l'opinion morale commune, si on veut. Ouais. Il faut être contre Idriss. Donc tu vois, c'est facile de tendre la perche. Ils tendent la perche. Enfin, tu leur as tendu une perche, ils l'ont prise. Ouais. C'est ouais, mais la morale commune dit il faut être contre Idriss Aberkan. Du coup, je vais faire un post ou un commentaire qui va clasher Idriss ou qui va Ouais. justement protéger Idriss parce que j'aime Idriss et tu vois, c'est. Ouais.
ils foncent là-dedans, quoi. Mais tu sais que demain, je pourrais même faire un Reels qui le défend sur un sujet, tu vois. Ouais. De toute façon, déjà, de base, et ça, je pense, c'est un problème négatif des réseaux. Alors, on va finir peut-être un peu avec ça, parce qu'après, on va repasser plus sur le Ouais, côté bien sûr, agence, tout ça, parce on a vite divagué sur ce sujet-là. Mais le problème l'image que les gens ont à travers les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, si jamais tu vas dire un truc que quelqu'un va pas aimer, en fait, il peut te détester juste parce que tu as dit un truc sur Ouais. une idée et ils vont te dire ah ouais, là, il a dit ça dans telle vidéo, du coup, il est comme ça. Alors qu'en fait, mec, genre, quand tu prends un short ou un extrait d'une conférence ou un truc de 2 heures, en fait, c'est normal qu'il y ait forcément des trucs où tu n'es pas d'accord avec. Et il y a des gens, il suffit d'un truc. Et c'est limite, genre ils sont matrixés, tu vois, je sais pas, mais alors qu'en fait, peut-être que derrière, avec tout le reste, ils vont être d'accord avec la personne, tu Ouais, vois. on est d'accord. Ouais, C'est assez chaud. En vrai, c'est un peu le côté mauvais, tu vois, des réseaux. Ouais. Il y a toujours de toute façon ce genre de problème avec les réseaux. Hmm. Mais après, bon, ça, c'est comme ça. Et après, c'est aussi à nous d'en jouer un peu, tu vois, Ouais, pour c'est avoir sûr. nos commentaires et nos boosters de reach, entre guillemets. Nos boosters de dopamine aussi, ça fait toujours plaisir Ouais, d'avoir c'est toujours. des vidéos qui font plusieurs milliers de vues. Ouais, c'est clair. Et c'est grâce à eux en plus. Ouais. Du coup, on va repasser sur un petit peu ton parcours. Toi, du coup, tu as commencé avec une agence en ligne. Ouais. Du coup, toi, tu as commencé en lançant une agence du coup, de marketing en ligne, alors ce que certains appellent le SMMA. Même si toi, je crois que tu n'aimes pas trop ce terme. Je suis pas fan du terme parce que déjà, je trouve que c'est réducteur, c'est Hmm. barbare. Ouais, En fait, je trouve que ça complexifie. En France, ouais, juste dire agence de marketing en ligne, ça suffit parce que ça complexifie totalement ce que c'est. SMMA, c'est simplement vendre des services de pub Facebook. Tu vois, ouais. c'est pas compliqué. Que ce soit de la pub Facebook, de la pub Google, ou enfin tout ce qui va tourner autour du marketing, mais Ouais, sur c'est les ça. réseaux ou des sites web ou des choses comme Email ça. marketing, ce genre de choses, et c'est Ouais. même pas forcément du SMMA, ça. Du coup, c'est réducteur en plus Ouais. de complexifier ce que ça veut dire. Moi, en fait, le problème que j'ai avec le terme SMMA, c'est que, pas tous, mais la moitié des mecs que je connais qui font du SMMA, enfin qui disent faire du SMMA, en fait, c'est un peu des branleurs qui mettent un nom stylé dans leur bio, tu vois. Ouais, Et alors que les mecs qui vont vraiment faire de la thune avec ce type de business, ils vont dire moi je fais de l'email marketing ou moi je ouais, fais tel c'est ça. truc, et eux ils vont dire ah moi je fais du SMMA. Et enfin tu vois, ils vont partir en vacances avec leurs parents, ils vont mettre des stories en mode merci la vie d'entrepreneur, tu vois, pour financer mon lifestyle. Tu vois, et après derrière, Ils ils vont vont louer de la faire. Lamborghini. Ouais, c'est ça, ils vont louer une Lamborghini, ils vont se faire passer pour les nouveaux riches ou je sais pas quoi. Et ouais, c'est vrai. Mais après, il y a des mecs qui appellent juste ça comme ça en soi et qui chiffrent et qui font leur business et qui le font bien, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, toi, tu as commencé par ça. Pourquoi avoir commencé avec le SMMA et pas un autre business comme le dropshipping ou des choses comme ça? Ça arrivait un petit peu de lui-même. Ce qui se passait, c'est que de base, je m'étais lancé dans le dropshipping, dans les Ok. ventes de produits pour les chats, Ok. petits jouets, etc. C'était le moment de l'âge d'or du dropshipping 2017. Ouais. J'étais encore au lycée. Je me rappelle, je m'étais même acheté à ce moment-là la plus grosse config du MacBook qu'on pouvait avoir. Ça m'avait coûté, je crois, 4000 euros. Ah ouais. Je m'étais acheté un casque et tout. J'avais vraiment flambé tout l'argent que j'avais gagné avec le Au lycée? dropshipping. Ouais, au lycée. Ok, ouais. Ouais, du coup, j'étais super content et je m'étais acheté un Mac parce que j'avais besoin d'un Mac, etc. Je m'en foutais un petit peu des vêtements de luxe et puis surtout, moi, j'adorais jouer, j'adorais geeker Ouais. et j'aimais bien Apple. Du coup, je suis resté sur Apple. Et en gros, j'ai commencé le dropshipping. J'ai fait de l'argent dans le dropshipping, mais ça n'a jamais été très stable Ouais. parce que, en fait, ce qu'on ne nous dit pas sur le drop, c'est que si on veut faire de l'argent avec le dropshipping, il faut tricher, il faut être dans l'illégalité presque, parce que la moitié des produits en drop, il faut payer 20% de TVA, Ouais. plus après tout le reste qu'il y a derrière, comme les publicités. Des fois, c'est des chiffres aberrants que tu dois dépenser en pub pour faire de l'argent, et ce qui fait que tu te retrouves avec pas grand-chose à la fin. Et en fait, j'ai pas trouvé ça viable. Et puis au bout d'un moment, je trouve, en fait, tu sais, je me trouvais des excuses. J'ai jamais été moralement, je trouvais ça un petit peu vendre un produit qui vient d'AliExpress sans Ouais. valeur ajoutée en plus. Je trouvais ça un peu chiant parce que tu crées pas de marque, tu crées pas grand chose. Et je me suis un peu éloigné de ça. Et au fur et à mesure, en gros, je voulais me former, je voulais lancer mes formations. J'ai toujours voulu me lancer sur YouTube aussi. Du coup, je réfléchissais à lancer sur une chaîne YouTube à ce moment-là dans la confiance en soi, style vestimentaire, etc. Du coup, c'était une niche super intéressante, mais à ce moment-là, le marché n'était pas bien sophistiqué autour. Ok. C'était vraiment les balbutiements.
Et en fait, en même temps, j'avais une autre opportunité, c'est que vu que je m'intéressais énormément à tout ce qui était copywriting, marketing et tout, parce que ça me faisait Ouais. kiffer, j'avais fait un stage chez Bonne Gueule pour ceux qui connaissent. Ah oui, la boutique ouais, de vêtements, Ouais, justement, marque pas de dans vêtements. le. Ouais. J'adorais les vêtements. J'avais aussi fait mon job étudiant à ce moment-là chez le Slip français. Ok. Donc j'étais vraiment porté sur les fringues et j'aimais beaucoup tout ce qui était vente. Et en fait, un peu de ça a découlé qu'à un moment, un séminaire comme ça, rencontre d'entrepreneurs, ils cherchent quelqu'un pour faire du marketing. Et moi, je suis là, mais je m'y connais là-dedans. Ouais. Parce qu'en fait, c'était le moment où je savais ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas l'audience, j'avais pas le business pour le faire. Sauf que Mm. là, je remarque qu'il y a des business qui ont besoin de ma compétence que j'avais, mais que je ne pouvais pas exploiter. Du coup, j'ai commencé à travailler gratuitement avec mon frère aussi. Et on est très vite parti avec mon frère qui commençait à trouver d'autres clients. Lui, de son côté, qui s'est lancé avant moi dans le business, qui avait pu avoir aussi d'autres opportunités. On s'est réunis avec mon frère pour Ok. lancer notre agence de marketing. Tu vois, un petit peu de fil en aiguille. Et puis après, continuer de me former en marketing. Et là, on a fait propulser avec mes clients, enfin avec nos clients, avec mon frère, avec Mm. des pourcentages. Il avait déjà des gros clients, du coup, quand tu l'as rejoint sur l'agence ou tu l'as rejoint, ça commençait encore? Ça commençait encore. Alors, mon frère, il commençait à faire de gros chiffres. Ok. Ce qui était très drôle avec mon frère, c'est que mon frère, quand il a commencé, il avait fait genre, je sais pas moi, je me rappelle plus, j'ai pas ces chiffres, mais avant que je rejoigne, il avait dû faire 30 ou 40 000 euros en un an sans moi. Ok. Et puis après, le mois de janvier de l'année Vous d'après, avez fait 30K. ouais, il faisait à chaque fois, pendant 4 ans, il a fait le chiffre qu'il a fait en un an, le premier mois de janvier. Ok. Bon, après, ça s'est redescendu parce qu'en fait, on Ok, travaille ouais. en pourcentage. Ok. Donc, en gros, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Puis vous avez travaillé avec des grosses figures du YouTube français aussi, je crois. Ouais, c'est ça. On a travaillé avec Nassim Saïli qui est connu. On a travaillé aussi avec Brenda Boukris qui est très connue Ok. dans son domaine parce qu'elle a 200 000 abonnés, mais c'est séduction pour femmes. Donc, Ouais, je pense que 99% de ceux qui regardent le podcast ou qui écoutent ne connaissent pas et je c'est la connaissais normal. pas. Ouais, c'est normal. Et donc, ouais, en gros, mon frère, grâce à son réseau, on a pu trouver beaucoup de clients. Et puis, en fait, après, tu vois, parce qu'on travaille avec des gros clients, étude de cas, ça ramène d'autres clients Oui, bah oui, automatiquement. ça se fait beaucoup ça aussi. Bah, c'est ce que je disais. Là, au mois d'août, il y avait un jeune, je sais plus s'il avait 15 ou 16 ans, tu Mm. vois. Et lui, en gros, il voulait un petit peu se lancer en prestat de service, faire des Discord et tout. Et moi, je lui ai dit, documente, prends un réseau. Il n'aimait pas trop les vidéos, donc pour l'instant, il a commencé sur X et là, il va sûrement aller sur LinkedIn aussi. Ouais, Et je lui ai dit, mec, tes premiers clients, tu fais bien trade, études de cas, tout ça, et tu ouais, montres un peu ce que tu fais, et tu mets ça en épinglé, comme ça, tu as ton expertise qui est prouvée. Et là, il bosse avec un mec qui a 7 ou 8 000 abonnés, je crois, sur Twitter, il lui fait son Discord. trop Donc là, cool. il va bientôt sortir une étude de cas. Ah, trop Et cool. là, il commence déjà à se faire ses premières centaines d'euros comme ça à 16 ans à côté du lycée. Mm. Donc je suis plutôt content pour lui en fait. Et même si tu vois, je trouve que c'est assez incroyable, tu vois, même si c'est pas encore des gros salaires et tout, ça veut dire que dans 2-3 ans, ça va augmenter quoi. Et petit à petit, en fait, brique par brique, tu construis un château quoi. Déjà, il a 15-16 ans, donc à 15-16 ans, Ouais, faire ça, il est déjà dans la bonne voie pour aller plus haut. Et ouais, c'est les petites briques. C'est ça qui est cool d'avoir un client qui te ramène d'autres clients parce que, ah, je le connais, lui, ouais, ce qu'il fait, c'est sympa. Ou même des fois, même sans le connaître, tu vois, je dis, je travaille avec des clients qui ont 100 000 abonnés, même si tu ne connais pas, tu vois déjà que je ne ouais, travaille pas avec n'importe qui. c'est clair. C'est sûr, tu démontres déjà qu'en gros, tu as une légitimité, Ouais, qu'il y a des gens qui te font confiance. Et c'est clair que c'est rassurant pour d'autres personnes aussi. Là, par exemple, aussi, il y a quelques jours, tu vois, j'ai trouvé un media maker pour les podcasts. ouais, Et en fait, je l'ai choisi lui et pas d'autres parce que j'ai eu plusieurs candidatures. J'avais fait un tweet justement pour demander. Et en fait, le mec que j'ai choisi, c'est parce qu'il faisait déjà les miniatures de quelqu'un dont j'aimais bien les miniatures, tu ah, vois. trop cool. Donc c'est plutôt sympa. Et du coup, si j'ai bien compris, toi, en gros, tu as commencé un peu dans le drop, Mm. mais tu es plus parti vers les services parce que pour toi, l'avantage déjà, c'est que tu voyais ça plus comme un business long terme que le dropshipping. Ouais, Après, moi, tu vois, en fait, ce que j'ai tendance à dire par rapport à l'e-commerce, c'est que ça peut être un très bon business quand même à long terme, mais qu'en fait, il ne faut pas forcément le voir en tant que dropshipping à long terme, tu vois. oui, ça c'est C'est-à-dire sûr. que tu peux commencer à essayer de trouver des produits, à commencer à construire ta marque, et si tu n'as pas forcément des budgets pour les stocks, à tester un peu en dropshipping, quitte même à faire très peu de marge, et après, potentiellement par la suite, pouvoir acheter des stocks pour réduire aussi les coûts sur les produits, et pour réduire aussi les délais de livraison ou des choses Mm. comme ça. Et aussi, des fois, essayer d'aller rentrer en contact avec des fournisseurs et puis forcément chercher les produits directement sur AliExpress, même si après, bon voilà, moi j'ai jamais vraiment fait de dropshipping produit, donc je ne saurais pas vraiment être expert là-dedans, tu vois. Enfin, je peux donner des conseils d'expert là-dedans,
Mais je pense que, enfin, de ce que je vois aussi des gens que je connais qui font du drop ou de l'e-commerce, c'est un peu ce qui se fait de plus en plus. Ouais. Que c'est plus un peu comme en 2017 où tu prenais un produit, boom, créatif Facebook, pas de marque et ça marchait. En tout cas sur le marché français, parce qu'il y a des marchés comme le marché peut-être allemand ou pays du Nord ou des choses comme ça, où bah, c'est des trucs où on ne pense pas forcément, mais il y a moins de concurrence. Ouais, ils sont moins Parce sophistiqués que, les marchés. On peut faire du ouais, drop comme en 2016-2017 dans les marchés allemands, c'est abusé. On a vu des sites allemands, mais je me dis, ouais, mais ce site en France, jamais ça jamais marche. ça marche parce qu'il y a eu les reportages M6 et tous Ouais, ces trucs-là qui. ouais, c'est sûr. Mais ouais, mais du coup, pour le drop aussi, bah, pourquoi j'ai pas continué dedans, c'est parce que j'étais pas seul. Hmm, Il y avait, j'étais pas celui qui avait on va dire le pouvoir décisionnaire sur tout ce qui pouvait se passer. Et même si j'étais force de proposition, bah en fait, des fois, tu as plus vite fait de te casser et essayer de faire ton truc, enfin de redémarrer de zéro, de faire une page blanche, que de ouais, vouloir forcer dans un truc où tu sens que bah, il y aura quelqu'un qui te saoulera plus tard sur la décision parce qu'il fait des choix de merde, t'es pas content avec ce qu'il fait. Donc ouais, c'est pour ça aussi que je suis ok. parti du drop. Et un autre truc aussi, moi, que j'ai tendance à préférer, entre guillemets, dans la prestat de service, et c'est pour ça aussi que je le recommande plus aux débutants, tu vois, qui veulent Mm. déjà dans un premier temps remplacer leur salaire, c'est que, en fait, dans la prestat de service, tu n'as pas forcément besoin d'être bon dans toutes les compétences, là où sur le drop, Ouais, tu vas avoir être bon en création de site, en ads, tu vas avoir être bon peut-être en design de site web aussi, tu vois, tu vas devoir gérer le SAV, enfin plein de trucs. Alors qu'en fait, en général, quand tu apprends une compétence, tu apprends à la vendre et tu monétises déjà comme ça, en fait. Et, ouais, c'est ça qui est trop bien. C'est bah nous, enfin dans un sens, je savais faire du marketing, j'avais toujours pas de business. On a trouvé quelqu'un qui avait besoin de marketing et pouf, en, voilà. en un mois, je me suis retrouvé à 3 000 € par mois. Donc Parce déjà, que, bah, en fait, on a charbonné avec mon frère. Et... Enfin, c'est ça que je trouve bien avec la prestation de service, c'est que ça peut aller très vite. mm, Du jour au lendemain, tu peux signer 3 clients et ça monte. mm. C'est pour ça aussi que la création de contenu, bah, on aura l'occasion d'en parler aussi, la création de contenu. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à recommander à un débutant qui Ah, débute dans le monde du business. ok. Moi, ça dépend. En fait, ça Ouais, dépend de ce que la personne veut faire, tu vois. Mais moi, en général, quand même, je trouve que même quand tu lances dans la prestation de service, ça peut être très intéressant de documenter tout ce que tu fais. Et en fait, même si à court terme, tu vois, sur tes premiers clients, c'est pas forcément ça qui va faire que tu vas mm, trouver les premiers clients. Bah derrière, en fait, comme les gens ils vont te voir, qui vont voir un peu tes galères, qui vont voir ce que tu fais, bah tu vas avoir des gens qui vont te suivre, voilà, qui vont regarder un peu, et là ils vont voir que tu commences à avoir des gros clients, des études de cas, et c'est là où au final qu'ils peuvent venir te voir. Et après ouais, c'est derrière, vrai. tu peux même aussi, une fois que tu es très compétent dans un domaine, je peux sortir une formation sur le domaine quand tu n'as peut-être plus le temps de gérer assez de clients pour en fait entre guillemets décorréler le temps Mm, que tu vas passer sur des services, même si bon, toi, ou même d'autres personnes qu'on a vues pendant le séminaire peuvent atteindre des chiffres de plusieurs milliers d'euros par jour de travail. ouais, Mais in fine, il y a peut-être des moments où en fait, le point faible, c'est que si tu travailles pas, en fait, c'est quand même relativement corrélé à ton temps par rapport à peut-être plus tard, voilà, si tu as prouvé que tu étais très compétent, par exemple en copywriting, en email marketing, et que tu as construit une audience en même temps, bah, tu vas pouvoir sortir une formation et peut-être que tu vas faire 2 fois plus d'argent avec la formation que ce que tu faisais en tant qu'agence. Et ce qui ne veut pas aussi dire, parce que des fois, je vois des gens qui disent ah, lui, il vend une formation, il fait plus d'argent avec la formation qu'avec le service, donc forcément, c'est de l'arnaque, tu vois. Alors qu'au final, non, parce que ouais. la formation, si la personne a des résultats par rapport à la promesse qui a été donnée, bah, c'est une très bonne formation. Et même l'idéal, c'est même que les gens aient plus de résultats que la promesse, à condition bien sûr qu'ils passent à l'action et qu'ils se bougent, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais en fait, je pense que la création de contenu, pour nuancer ce que j'ai dit, il ne faut pas en attendre des résultats. C'est plus ça. Il ne Pas faut à court pas au terme. début, ouais, pas à court terme. C'est quand on se lance, faut considérer, vraiment, faut considérer que être régulier, être consistant, être persévérant sur la création de contenu, quand on démarre sans compétences, je parle, il ne Ouais, faut pas attendre des résultats avant 2 ans. C'est-à-dire que ça rapporte de l'argent avant 2 ans. Ben, ouais, ça dépend. on est d'accord qu'on peut Ouais. en avoir avant, ça c'est Mm. sûr, avec les rémunérations TikTok, YouTube, etc. Si on se concentre vraiment sur la création de contenu, mais on va dire que pour avoir un cash flow conséquent rapidement, Ouais, la presta, c'est quand la même mieux. presta et surtout prospection, ce genre de choses, c'est quand même mieux pour l'avoir, mais c'est sûr que sur le long terme, j'en parle un petit peu, on va dire que la création de contenu, c'est exponentiel. Ouais, Donc pendant longtemps, bah, il n'y a rien qui se passe, et puis d'un coup, ça pète, et on a plein de clients, on a un flot de clients, et la prospection ou les autres méthodes, c'est plus logarithmique. C'est d'un coup, on peut avoir un flot de clients, et puis après, ça stagne. Et c'est ouais. là qu'en fait, les deux qui se rejoignent, c'est bien, c'est En ce qui fait, s'est tu peux passé avoir pour le gros moi. coup et puis après l'exponentiel qui arrive après et c'est Ouais, là que c'est ça. tu montes très fort, quoi.
Après, il y a pense... toujours des cas particuliers, tu vois. Là, on parle vraiment de création de contenu en tant que personne, en tant que personal branding, en tant que documenter ce qu'on fait, ou alors en tant que, comme toi tu fais, évoquer des Mm. sujets que tu aimes bien ou des sujets de société comme ça sur YouTube. Après, il y a d'autres types de création de contenu, tu vois. Là, Ouais, il y a Nathan, enfin, tu l'as pas rencontré parce qu'il n'est pas venu à cet événement-là, mais quand on en avait fait un il y a un mois, il était venu. Et lui, en fait, typiquement, tu vois, son business, c'est qu'il crée des comptes Instagram. ouais, Et en fait, c'est full IA, tu vois. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont générées par IA avec Midjourney, des choses comme ça, tu vois. ok. Et là, il a monté des audiences hyper vite parce qu'en fait, il raconte des histoires. Donc, déjà, il y a du storytelling, ça captive un peu les gens. Mm. En plus, comme il ne monte pas sa tête, il peut aller sur des trucs bien border, clivants, des trucs où en fait, il ne veut pas forcément associer sa tête à ça, tu vois. Ouais, Et en fait, derrière, il vend un produit physique. Et là, sur un deuxième compte qu'il a lancé récemment sur une niche que j'avais un peu repérée, j'avais hésité à lancer ça d'ailleurs, mais j'avais juste pas le temps de le faire. Et en vrai, valait mieux que je me concentre sur une chose, tu vois. Je lui ai dit, bah en vrai, mec, j'ai cette idée-là. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce que tu fais. Donc en vrai, si tu as le temps, fais pareil, tu vois. Enfin, fais-le. Et là, il est monté à 2500 abonnés en une semaine. pas mal. Tu vois, c'est ce qui est assez fou. Et derrière, il va monétiser avec des offres en affiliation. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, comme il a l'audience, ben, il n'a même pas besoin de créer le produit parce qu'il va utiliser les produits d'autres personnes et toucher des coms dessus. Enfin, j'explique plutôt pour les personnes qui regardent et qui ne connaisseraient pas parce que je pense que l'affiliation, toi, tu as un peu l'habitude. J'ai vraiment Mais, l'impression que que tout ce qui est IA aujourd'hui, c'est un mixte entre la tendance NFT qu'il y a eu, Ouais. entre la tendance dropshipping qu'il y a eu. Tu vois, le fait de créer des comptes sans voir ta tête Ouais. avec Midjourney et l'IA et tout, ça me rappelle vraiment la même ambiance qu'il y avait Ah quand ouais. les gars créaient des dropshipping, tu vois, monoproduits, vraiment comme on disait en 2017. Pour moi, c'est la même vibe. Ouais. Même si on est d'accord, enfin, on va dire, il y a un côté plus intéressant aujourd'hui, je trouve, avec Midjourney qu'avec dropshipping, mais je trouve que dans un sens, c'est un petit peu la même vibe et je trouve ça drôle. Il y a un petit peu un effet hype, mais après, Mm. tu vois, aujourd'hui, c'est un truc qui se voit énormément sur TikTok. En fait, le problème de TikTok, c'est que en fait, tu as déjà beaucoup de concurrence dessus, beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Les gens commencent à être habitués, ça commence à se lasser un peu. Et en fait, ces mecs-là, enfin, la plupart des mecs qui font ça, honnêtement, alors pas tous, tu vois, mais genre peut-être la moitié, deux tiers, ces mecs-là, tu vois, c'est un peu des macaques dans le sens où ils vont penser profit court terme. Ah, Ouais. je vais mettre mes vidéos, là, je vais faire le fond créateur, tu vois. Et Instagram, ah, il n'y a pas de fond créateur, il n'y a pas d'argent instantané comme ça, je fais pas, tu vois. Et ce qui fait que tu as plein de vidéos qui sont sur TikTok et pas sur Insta. Et en fait, si les mecs avaient créé une audience sur Insta, l'avantage d'Insta, c'est qu'en fait, même si tu n'as pas de fond créateur, tu as une audience, tu peux avoir des stories, Ouais. tu peux beaucoup mieux collecter des emails, tu peux mettre des automatisations pour collecter des mails quand les gens mettent des commentaires, tu vois. Ok. Ce qui fait qu'en fait, derrière, bah, tu peux te construire déjà une base mail qui, enfin, je pense que voilà, toi qui faisais de l'email marketing, tu sais la valeur que ça a. On le sous-estime et c'est le plus gros actif d'une boîte. Ouais, c'est clair. Plus gros et plus intéressant et dans une valorisation d'une boîte, Mm. La liste email vaut beaucoup plus d'argent qu'un nombre d'abonnés Insta, un nombre d'abonnés YouTube et tout. Ouais. Et c'est incroyable. Ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas parce que même moi, tu vois, enfin, la plupart des ventes que je fais aujourd'hui, c'est par email, tu vois. Ouais. Même sur Insta, j'ai du mal à parler de mes offres parce qu'en vrai, enfin, je trouve que les gens, tu vois, ils vont sur Insta parce qu'ils ont envie de parler à leurs potes ou avoir du contenu comme ça et ils sont pas en mode je vais acheter. Alors qu'en vrai, quand tu ouvres ta boîte mail, tu sais que soit tu veux apprendre des trucs parce que tu es inscrit à des newsletters informatives, soit tu vas potentiellement acheter des choses aussi, tu vois. Donc il y a peut-être un rapport qui est un peu Ouais. différent par rapport à ça. Et c'est pour ça, tu vois, en fait, l'IA. Je pense que ouais, il y a une tendance, tu vois, forcément, il y a un effet de mode comme tu as eu avec les NFT, comme tu as eu avec le drop. Les NFT, je trouve un peu moins parce que les NFT, c'est typiquement vraiment de la spéculation, tu vois, sur des actifs, tu vois. Oups, petit problème technique, la caméra a été coupée quelques secondes, mais du coup, on va reprendre là où on en était. Ouais. Du coup, je disais que ouais, pour moi, il y avait quand même une différence avec les NFT dans le sens où même si la hype, ça peut ressembler, au final, on ne dépend pas vraiment d'actifs qui montent, qui descendent, tu vois. Et par contre, le drop, ouais, il y a peut-être un effet hype aussi. Mais au final, ceux qui vont se lancer en 2024, 2025, tu vois, c'est comme s'ils se lançaient dans le drop en 2016, 2017, 2018. Et au final, ils vont pouvoir acquérir de la base mail et entre guillemets déjà de l'audience et des compétences aussi en création de contenu que derrière, ils pourront réutiliser pour construire une personal brand ou pour potentiellement proposer des services à des marques aussi, parce qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui veulent entre guillemets se démarquer sur les réseaux sociaux avec de l'organique ou même avec des creatives, de la pub, etc. Et c'est pour ça que c'est une compétence qui est, à mon avis, encore sous-estimée aujourd'hui, tout ce qui est création de contenu. Même s'il y a beaucoup de gens qui le font, même s'il y a pas mal de formations qui commencent à se développer autour de ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Parce qu'on va pas se mentir, pour avoir eu des cours de réseaux sociaux à l'école, on peut avoir des profs très compétents qui ont des agences. En fait, c'est très dur d'apprendre à l'école parce que ça s'apprend énormément par la pratique, Ouais. par le fait de faire des vidéos, par le fait d'écrire des posts.
Et en fait, ça s'améliore énormément par la pratique et pas forcément par des cours théoriques d'école. En fait, il y a besoin d'un package théorique, il y a besoin de comprendre comment ça marche, les codes et tout. Mais ensuite, il y a besoin de mise en place, quoi. Et après, de toute façon, le marketing en école, c'est un long sujet. Et pour moi, s'il y a franchement un domaine où l'école est le plus à la ramasse, c'est le marketing. Franchement, d'avoir fait des études en marketing, d'avoir vu mes amis, ma petite amie et des amis être en école de commerce, mais je trouve ça aberrant à quel point ils sont à la ramasse d'un point de vue marketing. Mais je comprends pourquoi ils sont comme ça. Tout ce qui est SWOT, Pestel, ce genre de conneries qui existent en école. Mais en fait, c'est simplement pour former de bons petits soldats qui vont ensuite aller dans les grandes entreprises. Parce que le vrai client d'une école de commerce, c'est pas toi en tant C'est qu'étudiant, l'entreprise. mais c'est l'entreprise Nestlé, Danone, ce genre de conneries. McKinsey, tout ça. Exactement. Et en fait, toi, quand tu vas être dans ce genre de boîte, tu vas faire quoi? Tu vas faire des PowerPoint et des études de cas. Et juste pour ça, c'est pour ça qu'on t'apprend ça en marketing en école. Et le truc qui me fascine le plus, à quel point pour moi l'école est à la ramasse, tu vois le copywriting. Ouais, Nous qui sommes dans le web ou même on sait ce que ça dans veut le dire. marketing en général, Ouais. que tu fasses de la publicité, de panneaux de publicitaires dans les journaux, etc. Le copywriting, on est d'accord que c'est partout. Une boîte de céréales Ouais. ou un jeu vidéo ou même une affiche, une pub, n'importe où, tu as besoin de copywriting pour le faire. Est-ce que tu as déjà entendu une seule fois à l'école un professeur te dire on va parler de copywriting? Jamais, mec. En C'est 3 ans, jamais. hallucinant. Mais parce que c'est pas au programme aussi. Enfin, les professeurs sont pas forcément les plus à blâmer, tu vois. Je pense que c'est plus au niveau des programmes. Ouais, mais on est d'accord, mais c'est pas au programme, alors que je vais pas dire que c'est la base même du marketing, mais c'est l'un des piliers du marketing, le copywriting. Ouais. Et Enfin, juste ça, Tu parles de ça à une grosse boîte, un dirigeant enfin, ou un directeur, je suis même pas sûr qu'il sache de quoi tu parles, tu vois. ouais, qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes, Geno? Copywriting, mec, c'est copyright, c'est le petit R. Exactement, tu vois. c'est vraiment ça, mais c'est abusé pour l'école et ouais, mais même pour la création de contenu. En fait, tu disais que c'était sous-estimé. Moi, je trouve que que ça commence à devenir trop surestimé Ah, je pense. justement. En fait, c'est pas ça. C'est plus, je trouve que ça devient surestimé dans le sens où on dit que c'est la solution à tout, la création de contenu, mais c'est pas fait pour tout le monde. La création de Ouais. contenu n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est le problème, en fait, c'est plus ça. C'est quand je dis que c'est surestimé, c'est qu'on a tendance à dire que c'est fait pour tout le monde, que c'est toi, il faut que tu fasses, enfin, si tu es entrepreneur, il faut que tu fasses ça. Alors qu'en fait, tu as plein de manières déjà de trouver des clients. Ouais, bien sûr. Tu as la manière du réseautage, tu vois, par exemple, T'as même le réseau, la prospection. enfin, comme créer une agence, service, etc. Euh, je trouve que c'est pas fait pour tout le monde. C'est bien de commencer. Il n'y a aucun business de toute façon qui fait pour Ouais. tout le monde. Mais c'est bien de commencer par un endroit. Mais ouais, la création de contenu, en fait, il faut faire gaffe. Des fois aussi, je trouve, tu peux perdre beaucoup de temps. En fait, c'est plus que tu peux perdre beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats. Au Parce début, ouais. Parce que mine de rien, en fait, il y en a qui sont. Il faut pas oublier qu'il y en a qui sont un petit peu cons. Mm. Et quand tu veux faire du business, mais que tu es un petit peu con, qui n'est pas du tout péjoratif comment je veux le dire, c'est qu'on peut être con sur certains domaines et intelligent sur d'autres. Et il faut être assez intelligent pour la création de contenu, pour savoir qu'est-ce qui peut être viral, qu'est-ce qui peut toucher une audience, comment construire une vidéo. Mine de rien, ça reste des compétences. Et beaucoup vraiment par rapport à YouTube, et YouTubeurs disent qu'ils se la coulent douce et qu'ils font juste des vidéos. Ah, c'est tellement pas vrai ça. Ouais, enfin, Enfin, ça dépend. ça dépend, on est d'accord, mais ouais, pour moi, c'est pas vrai. Enfin, quand je vois le temps que ça me prenait à faire des documentaires, etc., quand je vois ce que ça bouffe comme temps et que ça apprend comme compétence, donc je suis content, c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais. Surtout sur du YouTube et sur du format long qui va peut-être être très travaillé. Ou toi, par exemple, quand tu as commencé YouTube et que tu n'avais pas encore de monteur, que enfin, tu devais tout faire, quoi. Tu prenais combien de temps à peu près pour faire une vidéo? Quand j'avais pas de monteur, en gros, c'est aussi pour ça que j'ai mis très longtemps à lancer une chaîne YouTube. C'est que j'avais mon agence qui m'a apporté de l'argent, mais j'avais pas de monteur. Et ce qui fait que, en gros, à chaque fois que je voulais faire une vidéo, je mettais une semaine à écrire, tourner, monter. Mais le problème, c'est que j'ai une agence à gérer à côté. Ouais. Ce qui fait que j'ai toujours retardé ça. Et ça peut peut-être aider pour ceux d'ailleurs qui veulent se lancer sur YouTube ou dans la création de contenu en général. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une prise de risque, si on veut. C'est quand je me suis lancé en septembre. En septembre, je me suis dit, j'avais un concept. Je savais pas forcément, j'avais des petites idées sur comment le rentabiliser. Moi, je me suis dit que j'aimais beaucoup accompagner, surtout dans le marketing. J'aimais bien le marketing et j'avais cette compétence je m'y connaissais vraiment bien parce que ça faisait déjà
3 ans à l'époque. Oui, 2022, 2019, c'est 3 ans. Donc Ouais. ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans l'agence de marketing. Donc je savais que je pouvais monétiser quelque chose autour de ça. Et mon objectif, c'était de trouver des clients pour mon agence avec YouTube. Et je me suis dit, bon, je vais considérer ça comme un investissement. Et en septembre 2022, je me suis dit, jamais j'arriverai à réussir sur YouTube si je ne m'y mets pas à fond et si je ne trouve pas un monteur. Ouais. Parce qu'en fait, je savais que le montage était important et surtout, vu que je devais gérer mon agence à côté, je me suis fait, ok, combien ça devrait me coûter un monteur? Ça devrait me coûter 2000 euros, 2500 euros par mois. Et ben en gros, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de septembre, j'ai payé un monteur 2500 euros par mois. Je n'avais pas de rentrée d'argent directe grâce au monteur. Ouais. Mais ça m'a permis, en fait, j'ai fait un investissement du coup pendant 4 mois. Ouais, de 10 000 du coup. Ouais, j'ai fait un investissement de 10 000 euros sans retour sur investissement direct. Et Donc derrière, j'ai claqué 10 000 euros comme ça sans être sûr de récupérer de prise de l'argent risque, derrière en prise de risque. Mais j'étais confiant, Mm. même si c'était une prise de risque, j'étais pas 100% sûr, mais je restais confiant sur l'idée que je pourrais le rentabiliser. Ce qui m'a permis après de récupérer des clients et du coup après de rentabiliser le monteur. Donc s'il y en a qui hésitent de se lancer, bon, bien sûr que 2500 euros par mois, il faut avoir l'argent dessus. Mais que si on a une activité déjà à côté, bah, c'est un investissement comme un autre C'est pour clair. réussir. Et aujourd'hui, je pense que vu le nombre de nouveaux créateurs, tu vois, qui se développent, je pense que le marché a besoin de plus en plus de monteurs, mais de monteurs de vidéos longues. C'est-à-dire que je pense que Ouais. toi aussi, tu as ce problème. Mais moi, sur Instagram, 3, 4, 5 fois par semaine, tu vas avoir des monteurs de vidéos short, tu Moi, vois, c'est qui vont par me jour. contacter. Par jour. Ah, Ouais. tu vois, bah, en vrai, tu vas en avoir plein. Oui, parce qu'en plus, tu n'exploites pas trop les shorts encore par rapport aux vidéos longues, je crois. Tu es plus vraiment Non, YouTube. ouais, c'est ça. Bah, en fait, parce que déjà, je ne suis pas fan des shorts. Et puis, en vrai, tant que tu n'as pas, tant que t'as pas maîtrisé, et encore, j'ai même pas encore maîtrisé YouTube, mais tant que tu n'as pas maîtrisé un truc, ça ne sert à rien de vouloir t'éparpiller. Ouais. Et puis, j'ai déjà de très bons résultats en étant que sur YouTube. J'ai testé un peu de temps en temps de faire des shorts par-ci par-là, mais je sais que si je veux vraiment réussir en short, déjà, je ne veux pas payer une agence de short parce que je trouve que je trouve que pour moi, par rapport au bagage de compétences que j'ai pas envie parce que je sais comment ça fonctionne. Mais je sais qu'en fait, si je veux réussir en short, il faut que je m'y concentre moi. Ouais. Puis en vrai, au niveau des shorts, c'est vrai que reprendre des vidéos longues et les couper, ça peut marcher. En général, ça marche quand même beaucoup moins bien que de Ouais. faire un short pensé en fait pour être un short. Et même si moi je le fais un peu avec les podcasts, parce qu'en fait ça permet aussi de montrer sur Instagram qu'il y a un podcast, de rediriger un peu les gens aussi, les abonnés vers le podcast. Mais ce qui marche le mieux, ouais, c'est pas forcément ce qui va être dit dans les podcasts. Et même ceux qui ont des vidéos avec des podcasts qui marchent presque à chaque fois, c'est parce qu'en fait ils se mettent dans un décor de podcast et ils tournent des shorts à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ils refont en fait les meilleurs passages avec un hook qui est de manière à ce que ça passe mieux pour faire des shorts. C'est ça. Mais c'est en fait les shorts de vidéos longues, surtout par rapport aux miennes. J'ai remarqué que les miennes, bah, je fais souvent de longues tirades, de longues Ouais. phrases, et je Sur les développe un shorts, concept ça se fait un sur peu moins. plusieurs secondes, plusieurs minutes, ce qui fait que vouloir découper ça en short, c'est très compliqué. Donc moi, ça ne me gêne pas de ne pas être vraiment connu en Ok. short. C'est YouTube, j'ai réussi à faire 100 000 abonnés sur YouTube sans forcément avoir beaucoup de shorts. Mes shorts sur YouTube à chaque fois faisaient 5000 vues, donc tu vois, Ouais. ça m'a pas beaucoup aidé. Et je compte pas non plus là-dessus pour faire 1 million sur YouTube. Ouais, c'est sûr. Et en fait, ce qu'il faut se dire aussi aujourd'hui, c'est que souvent on a l'impression, tu vois, il y a quelqu'un qui va dire ouais, le meilleur business à lancer, c'est de faire ça, la meilleure chose à faire, c'est de faire ça. Et du coup, les gens ils sont en mode ok, c'est quoi le plus intéressant? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, presque tout est intéressant. Alors pas tout, tu vois, genre des trucs comme le trading ou quoi, moi je suis absolument contre. Mais en fait, presque tout est intéressant. Le truc, c'est que tu peux pas tout faire. Ouais. En fait, il vaut mieux être bon sur un truc, un ou deux trucs, tu vois. Mais idéalement, vraiment que ce soit sur un seul projet. Et ensuite, une fois que ça tourne, que ça marche, que c'est rentable, eh bien essayer de réduire son temps de travail dessus, que ce soit en déléguant, que ce soit en mettant en place des systèmes, des process, en utilisant de l'IA ou des choses comme ça, pour ensuite lancer autre chose à côté. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas un premier truc qui tourne, ça ne sert à rien de faire un mois de dropshipping, un mois de service, un mois d'essayer de, je sais pas, de créer une audience et un mois après tu vas aller faire du trading. Et ça, c'est pas, en fait, ou même, tu vois, un mois sur TikTok, un mois sur YouTube. En fait, il vaut mieux être vraiment, enfin, j'ai l'impression que tu vas vraiment focus quelque part. Et en fait, en faisant ça, tu vas être vraiment très bon là-dessus. Et en fait, plutôt que d'être un peu moyen partout, tu vas être très bon quelque part. Et du coup, les gens vont te retenir parce que tu es très bon là-dedans, en fait. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que pour beaucoup de wannabe entrepreneurs, ils veulent toujours lancer 2 activités ou 3 en même temps, bourse, trading par exemple, et du mec, marketing, ce genre de choses. Et en fait, j'ai remarqué, surtout pour ce genre de personnes, parce que je l'étais, du coup je le comprends, ces genres de personnes se disent,
si je fais plusieurs business en même temps, je vais forcément avoir quelque avoir chose qui va au me moins gagner de un, l'argent. ouais. Il y a forcément un qui va me faire gagner de l'argent. Et en plus de ça, ils se disent, ouais, ça va pas marcher pour les autres parce qu'ils le savent pertinemment, parce que tout le monde leur dit qu'il faut lancer qu'un business, enfin qu'un projet à la fois. Ouais. Tout le monde le dit, donc ils le savent. Mais ils se disent, moi je suis plus intelligent que la moyenne, du coup je vais réussir à lancer 2 business Donc en au même final, temps. c'est de l'arrogance. Sauf qu'en fait, ils sont juste plus cons que la moyenne et que la vraie intelligence, c'est savoir se focus sur un business et de se lancer à fond sur un business ou sur une activité. C'est aussi simple que ça. À la limite, tu peux faire 2 activités s'il y en a une qui te prend maximum 1 heure par jour. Ou alors si les deux s'auto-alimentent entre elles. Ou les deux s'auto-alimentent entre elles. J'ai par exemple le cas d'un ami qui, lui, il s'est dit il y a plus d'1 an et demi qu'il aime tout ce qui est trading. Il aime tout ce qui est trading, bourse, etc. C'est ce qui le fait kiffer. Ok. Et du coup, lui de base, il était prestataire pour moi en marketing. Mais ce qu'il a fait, c'est que le temps de se former au trading, parce que le problème du trading, c'est que c'est vraiment une compétence, ouais, on peut dire une compétence de merde parce que… C'est un piège à con, j'ai l'impression surtout. C'est déjà un piège à con, mais surtout, il faut être très intelligent en trading. Ouais. Et pour faire de l'argent en trading, C'est pour ça. il y a une courbe d'apprentissage, mais de malade. Je pense que c'est l'une des compétences les plus dures à apprendre. Et la courbe d'apprentissage est tellement dure que en fait, tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans sans faire d'argent parce que c'est tellement dur à comprendre comment fonctionne le marché et même en perdant de l'argent. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé dans le trading, se former dans le trading, mais en même temps, à côté, il travaillait environ 2 heures par jour dans le marketing. Il faisait ses prestats, mais il ne cherchait pas plus loin. Okay. Et du coup, ce qui lui permettait d'avoir une rentrée de 2 000 euros par mois, 2-3 000 euros par mois, donc ce qui lui permettait de vivre. Et à côté, il était juste focus, 100%. En fait, il avait juste 2 heures par jour où il faisait ses petites missions pour avoir son argent. Et puis après, le reste du temps, focus sur le trading. C'est tout. Mais il avait déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il avait déjà lancé son activité de marketing. Il avait déjà du cash aussi à utiliser pour le trading, tu vois. Il avait déjà du cash, il avait déjà pris du temps, il avait déjà fait son focus de plusieurs années sur le marketing pour pouvoir se stabiliser d'un point de vue de ce business et de pouvoir après se concentrer sur un autre projet, mais à fond. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi avec YouTube. C'est que le moment où je me suis lancé sur YouTube, je me suis mis à fond sur YouTube. Et 4 jours, 5 jours par… même plus parce que je travaille les week-ends. C'était 6 jours par semaine sur YouTube et 1 jour sur mon agence pour gagner de l'argent. Toi aussi, tu fais la méthode travailler le week-end aussi pour prendre de l'avance. Enfin, genre… Ouais, en fait, moi, je considère même plus ça comme du travail et ça me plaît beaucoup. Et je pense que chacun a sa vision dessus. Il y en a qui diront d'avoir des week-ends. J'aurai des week-ends plus tard. Là, aujourd'hui, pour moi, en fait, je sens que c'est un besoin pour moi aujourd'hui de travailler. Je sens que je n'ai pas envie de week-end. C'est trop tôt pour moi pour prendre des week-ends. Ok, ouais. En vrai, je te comprends. Et moi aussi, tu vois, genre 7 jours sur 7. Parce qu'en fait, quand tu te lances, en fait, tu vois, c'est vrai que moi, juste avant de continuer ce podcast, je voulais te rappeler que j'ai créé une fiche qui sera mise à jour épisode après épisode qui recensit les meilleures recommandations de chaque invité du podcast. Alors, si ça t'intéresse, le lien sera dans la description. En fait, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup. En fait, des fois, j'envoie des mails, tu vois, à ma liste où je dis ouais, voilà. Il y a des gens qui gagnent, je sais pas, 30 000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour et ils disent ah, c'est quoi le secret pour devenir riche rapidement sans rien faire? Le problème, c'est qu'en fait, pour gagner 30 000 euros par mois en 2 heures par jour, en fait, il faut déjà avoir bossé pendant 2-3 ans et avoir construit des trucs en bossant beaucoup, tu vois. Et en fait, oui, c'est possible de commencer en bossant quelques heures par jour et en commençant, mais tu ne feras pas 30 000 euros par mois comme ça. Et en fait, ce qu'il faut vraiment dire, c'est comme je l'avais dit au début du podcast, il faut imaginer un peu son business comme un énorme château. Et en fait, tu vas construire les tours une à une, brique par brique. Et en fait, jour après jour, il faut imaginer peut-être que chaque brique va être un jour, tu vois. Et que chaque jour, tu vas poser ta brique et qui fait qu'à la fin, tu auras une tour. Et qu'à la fin, tu auras le château. Et voilà, tu vois. Ça, Et pour en revenir au trading, moi je pense vraiment, tu vois, là encore, c'est parce que ton pote il avait déjà un business et que voilà, il avait déjà en plus de l'argent à mettre, mais que ce soit pour la bourse, la crypto, le trading ou tout ce qui touche en fait au marché financier, à l'investissement, ou même si le trading c'est pas forcément de l'investissement dans le sens où ils vont essayer de revendre rapidement, c'est des choses qui nécessitent un capital. Et quand je vois des mecs sur Twitter qui viennent se branler devant les 3 centimes qu'ils ont fait avec l'action Apple sur le dividende et qui se disent hey, merci les copains, pendant que vous achetez des iPhones, je me gave, 3 centimes de dividendes. Putain, mais mec, si tu passais le temps que tu mets à te branler devant tes 3 centimes, à créer un business, mais tu ferais pas 3 centimes, tu ferais 3 000 euros par mois au bout d'1 mois ou 2, tu vois. Et c'est un truc que je comprends pas, les mecs maxi. En fait, même pour moi,
Je pense que se dire je vais investir 100, 200 euros par mois en bourse, c'est être extrêmement arrogant, tu vois. Mm. Parce que pour moi, en fait, la bourse ou toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont réservées à ceux qui ont déjà monté des sources de cash flow, qui font déjà de l'argent et qui ont déjà des montants à 4, 5 chiffres, tu vois, à mettre par Ouais. mois en bourse. Et en fait, c'est là que tu fais de la thune. Tu deviens pas riche en investissant, tu deviens riche en construisant des systèmes qui te rapportent de l'argent que tu vas investir pour te construire en fait un peu le Monopoly, quoi, le C'est système ça, ouais. d'actifs. Et en fait, se dire je vais pas monter de business, je vais directement passer sur la case investissement alors que j'ai pas d'argent, c'est se considérer comme riche et ayant accompli des choses alors que tu l'as pas fait. Et du coup, moi, je trouve ça extrêmement arrogant, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, bah, c'est ça en fait. Pour moi, bah, il y a deux styles de, je vais pas dire de business, mais deux styles de revenus. Tu as le revenu cash flow, création de contenu, création Ouais. de business. Créer un business, c'est un revenu de cash flow. Et puis après, tu as le revenu bourse, c'est le revenu d'investissement. c'est ça. Et beaucoup veulent sauter les étapes et aller dans l'investissement. Mais en fait, c'est l'investissement, en gros, tu as le business, t'as le business pour t'enrichir et le business pour devenir riche et l'investissement pour t'enrichir. Ouais. C'est ça. Et quand tu n'as pas d'argent, bah, tu as 0 euros, comment tu fais pour t'enrichir? Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière, il y a des mecs qui peuvent investir beaucoup, et en fait, qui font de l'argent au moment où ils revendent leur boutique, Aussi, où ils ouais. revendent un compte Insta, par exemple, qui ne serait pas basé sur leur image. Et c'est là que, ou même un SaaS, tu vois, Ouais. enfin, pour ceux qui ne savent pas, des logiciels en gros qui sont en ligne basés par abonnement, comme Canva ou des choses comme ça. Ça peut se vendre plusieurs fois le chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que si le business fait 10 000 euros par mois, bah, c'est 120 000 euros par an, donc c'est 360 000 si on prend 3 ans de valo. Et quand vous prenez 360 000 balles et que, ok, vous allez peut-être avoir quelques impôts dessus, mais à la fin, il va quand même vous rester plusieurs centaines de milliers, et que là, vous les investissez, par exemple, sur un appartement que ensuite vous rénovez, là, ça devient intéressant. En fait, là, tu fais de l'argent avec des investissements. Mais aujourd'hui, il y a trop de gens qui se disent ah tiens, je vais mettre 200 euros par mois en bourse à côté de mon activité salariée. Ah, c'est cool, mec, je vais être riche à 70 ans, tu vois. Avec le Alors dos que je me suis cassé. privé toute ma vie, tu vois, avec le dos Ouais. cassé, comme tu dis. Et pire idée, mec. Pire idée, exactement. Pire idée. Non, mais ouais, c'est ça. Bah, en fait, la bourse, dividende, ce genre de choses, c'est un bon truc. Mais quand tu as de l'argent, quand tu as du cash flow C'est à ça. mettre dedans, quand tu peux ajouter, parce que mettons, tu as un business qui te fait 100 000 euros par mois et dans ces 100 000 euros, tu mets 10 000 euros tous les mois dans tes dividendes. Bah, en 2 ans, les dividendes te rapportent beaucoup. Je ne Ouais. les connais pas assez pour dire un chiffre, Ouais. mais ils peuvent te rapporter plusieurs milliers par mois. Souvent, genre tu vas 3 000 chercher euros à par peu mois. près Ouais. 3-4% annuel sur du dividende Ouais, tu en vois, moyenne. Donc, c'est peu, quoi. Et en vrai, ouais, c'est pour ça. Et même, en fait, l'investissement qui rapporte le plus au début pour quelqu'un qui aurait peu d'argent à investir, Mm. investir dans des livres, dans du matériel, dans des formations, en fait, investir dans quelque chose qui va Dans te toi. permettre de créer une source de cash flow, quoi. C'est Hormozy qui disait, du coup, en Amérique, on dit S&P 500. Ouais. Et bah lui, il dit S&M 500. Tu Pourquoi? vois, en gros, tu connais le Nasdaq. Ouais. Nasdaq, bah, en Amérique, c'est S&P. Ouais. C'est S&P 500. Nasdaq, c'est un autre indice, je crois, non? C'est Standard & Poor's, je crois, le S&P. Nasdaq, c'est l'indice de… Tech. enfin, non, c'est bourse. Enfin, c'est France. Nasdaq, c'est. Non, la France, c'est le CAC 40. CAC 40, je me suis trompé. Ok, ouais. Putain, c'est pour dire à quel point je ne m'y connais pas en bourse. CAC 40, c'est la pas grave. France. Et en Amérique, c'est le S&P 500. Ok, ouais. Et ben, Hormozy disait simplement, au lieu de te dire d'investir dans le S&P 500, t'investis dans le S&M 500, Ah, concrètement t'investis en toi. dans toi. Il faisait la différence parce que lui aussi il dit que la bourse c'est un peu con. Mm. Et bah ouais, pour moi il a totalement raison sur cette idée. C'est tant que tu n'as pas de business ou tant que tu n'as pas d'argent, ne cherche pas la bourse pour devenir riche. Et encore moins, enfin, la crypto c'est différent parce que ok, tu peux faire des gros multiplicateurs, mais derrière, faut quand même être bien informé, il faut passer du temps à se renseigner sur les projets, quoi. La crypto c'est un monde qui me fait, enfin je vais pas dire qui me fait peur, mais que je trouve très bizarre. Parce qu'en crypto, mine de rien, si tu es un peu connu ou quoi, Tu peux crever, hein. ouais tu peux crever. What the fuck? Mais il y a des débiles. Ouais, déjà, quelqu'un qui a beaucoup de crypto, il n'a pas forcément intérêt à le dire à tout le monde. Ouais. Après, en fait, le problème aussi de la crypto, c'est que là aussi, c'est un truc où il y a beaucoup de macaques, tu vois. Dans le sens où, quand je dis macaques, c'est les gens un peu débiles, tu vois, qui réfléchissent pas forcément. Et en fait, si tu veux, il y en a qui pensent, par exemple, qu'un mec qui a 3 millions en crypto et qui l'affiche sur Internet, si demain il se ramène avec un gun chez lui, il va pouvoir lui voler les 3 millions. Alors que le mec, il aura mis en place des systèmes multisig où en fait, il devra appeler son pote qui est à 300 km de chez lui et qui devra vérifier qu'il n'y a pas de problème pour en fait lui débloquer ses fonds.
et qui seront en fait bloqués pendant 48 heures avant qu'ils puissent encore les vendre, tu vois. Enfin, tu peux mettre en place des sécurités en fait. Et ça, comme c'est un truc de macaque, il y a des mecs qui pensent argent chez lui, moi aller chez lui pour avec. Enfin, un truc de fou, tu vois. Ouais, mais il y a beaucoup d'idiots. De toute façon, 80% de la population mondiale est destinée à manger du foin. Des insectes. Ouais, des insectes, voilà. Des insectes. Mais c'est triste à dire, mais c'est vrai. Mais il ne faut pas avoir peur. Ah putain, ce genre de sujet. Mais ouais, pour le coup, Ouais. en vrai, je suis assez d'accord avec toi, même si, tu vois, souvent, enfin, il y en a quand même qui mettent l'opposition en mode entrepreneur vs les débiles du reste du monde, et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je dis pas ça non plus, je dis Mais, pas entrepreneur vs débile du reste du Oui, non, monde. pas toi, mais je sais que des fois sur Twitter ou quoi, tu vois des mecs qui font même pas encore d'argent, tu vois, qui disent ça et qui se sentent supérieurs ou quoi. Mais en fait, non, mais ce qu'il faut voir, c'est que on n'est pas obligé d'être entrepreneur en soi Non. pour être épanoui dans sa vie et pour être un mec smart, tu vois. Faut juste, bah, je crois que d'ailleurs c'est ta bannière YouTube, oser penser par soi-même. Ouais, faut oser Ouais. poster par soi-même. Ça paierait Aude. Ouais, c'est ça, bah, c'est une référence aux Lumières que j'aime beaucoup. C'est oser penser par soi-même. Et faut juste avoir un peu d'esprit critique. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont bêtes à manger du foin, c'est que 80% n'a pas d'esprit critique et bouffe ce que le narratif décide de leur donner. Si, enfin, bon, je pense pas qu'on va rentrer trop dans ce genre de sujet, mais ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand tu as un pays entier qui bouffe un narratif et qui disent bah, on accepte, Ouais. allez, enfin, qu'ils acceptent, on est d'accord, peut-être qu'il y avait une certaine résistance, mais la résistance n'était peut-être pas si développée que ça pour qu'il y ait un régime tout entier qui puisse bouffer l'Europe. Ouais. En fait, le narratif aujourd'hui, il y a 80% de la population qui sont des moutons, et c'est psychologique, c'est l'effet de masse, c'est l'effet de groupe. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est Ouais. qu'en fait, ils vont suivre ce que la pensée commune, le narratif vont leur dire. Si demain, le narratif leur dit qu'il faut être raciste et qu'il faut, on va dire, être à la total opposé du wokisme. Du coup, le wokisme, c'est quoi? C'est l'inclusivité, Cheveux bleus. cheveux bleus, etc. Et ben aujourd'hui, enfin, l'opposé, ce serait du coup de dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la méritocratie, qu'on est beaucoup plus dans l'exclusivité. Donc, en gros, de dire que Pas le polyamour, pas tous ces trucs-là. ouais, pas le polyamour traditionnel. Voilà, si on revient à des Les valeurs traditionnelles ouais. dans le narratif, bah 80% de la population vont revenir dans le narratif, Oui. vont devenir dans le narratif. Parce que chaque fois, c'est une minorité bruyante qui va induire la population. Et par rapport à ce que tu as dit sur la Seconde Guerre mondiale, moi je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie dans les cours d'histoire, dans le sens où en fait on va raconter l'histoire et en fait on va limite être là à se foutre de la gueule des mecs en mode « Ah putain, ils étaient quand même cons d'avoir cru au… » Bref, on va pas citer le mot pour pas faire sauter la chaîne, tu vois. Mais d'avoir cru à ces mouvements-là, ah putain, ils devaient être débiles pour croire cette propagande. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends pas compte, mais Avec le c'est confinement. la même chose qui se passe, tu vois. Le confinement, c'est Et le genre de choses. c'est- Mais... Et ouais, c'est ça. Et puis dans les cours d'histoire, on ne nous a jamais expliqué pourquoi. Ouais, C'est ça que je trouve intéressant avec les films qui parlent des méchants, genre Joker, etc. aujourd'hui, c'est qu'on essaie de nous faire comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et je trouve ça dommage que dans les cours d'histoire, mais après, bon, on divague, on nous a jamais expliqué bah, pourquoi ils ont pensé ça pour éviter que nous, on répète les mêmes erreurs. Pourquoi il y a eu une communauté qui a été autant persécutée, quelles ont été les raisons qui font que ce mouvement ait pris autant d'ampleur pour éviter qu'on répète les mêmes erreurs. Et je trouve ça dommage qu'on ne nous explique pas le pourquoi. et pourtant, tu vois, à la base, c'est le but du cours d'histoire, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et au final, tu te rends compte que l'histoire se répète dizaines d'années après dizaines On d'années. est en train de revivre la chute de l'Empire de Rome. Bah, en fait, tu connais le Ray Dalio et la vidéo qu'il avait fait sur les cycles économiques. Et là, on arrive à la fin du cycle, c'est-à-dire les guerres civiles, les guerres mondiales. Donc, guerre civile, aux États-Unis, c'est la guerre entre les démocrates et les républicains, quoi. C'est limite, ils ne vont pas se tirer dessus. En France, tu vois que maintenant, tu as des racailles qui vont aller faire des émeutes et tout brûler. D'un autre côté, tu as des mecs d'ultra-droite qui veulent aller buter ces mecs-là. Et ça veut dire que pour moi, un jour ou l'autre, tu vois, il y aura une guerre civile en France entre ces deux camps minoritaires. Je suis mitigé sur le fait qu'il y ait une guerre civile. Après, ça dépend ce que tu appelles guerre civile, quoi. En fait, c'est un sujet très complexe. Mm. On va dire, ma partie instinctive et émotionnelle pense qu'il peut y avoir une guerre civile, mais la partie raisonnée pense aussi qu'il peut ne pas avoir de guerre civile. C'est très complexe en fait le sujet. Après, ça dépend aussi où on place le curseur de est-ce que là c'est juste deux minorités qui se tapent dessus ou est-ce que c'est une vraie guerre civile. Ouais. Ouais, Mais en gros, on va dire les tensions internes.
Et après, tu avais aussi les tensions externes, donc on l'a vu, Ukraine-Russie. D'ailleurs, ça c'est marrant parce que j'ai un de mes profs à l'UT qui avait prédit la guerre Russie-Ukraine, genre 6 mois Ah ouais? avant. Genre le premier cours de l'année, il dit ouais, par contre, là dans le monde, ça va être la merde, il va y avoir de plus en plus de guerres. Là, dans quelques mois, il y aura forcément Russie contre Ukraine. Et après, derrière, il va y avoir d'autres conflits, quoi. Ouais, Enfin, Chine, on voit, voilà, Taïwan. Chine pour Taïwan, Israël, Palestine en ce moment, Corée du Nord, Corée du Sud. Et en fait, tu as un monde qui se bipolarise. Et à la fin, enfin, pour moi, il y a forcément. Enfin, les États-Unis pourront plus régner en maître comme ils l'ont fait sur les 50 dernières années, tout comme les Britanniques aujourd'hui ne règnent plus en maître comme ils l'ont fait pendant des centaines d'années avant. Et aujourd'hui, c'est difficile à concevoir parce qu'en fait, surtout quand on a grandi comme moi ou comme toi, tu vois, toujours un petit peu dans un monde qui a été Amérique, ouais, américain, tu vois. pro-Amérique. Et en fait, on a du mal à s'imaginer un autre monde alors qu'au final, c'est sûrement ce qui va changer pour le meilleur ou pour le pire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, en fait, la géopolitique, c'est un sujet que je trouve fascinant parce que tout le monde a des avis différents. Ouais. Et autant des fois, il y a des mecs qui sont experts, qui ont un avis intéressant, et des experts qui ont un avis totalement stupide. Mm. Et des fois, des mecs qui s'y connaissent pas, qui ont un avis intéressant, et Mm. des mecs qui s'y connaissent pas et qui sont totalement cons dessus parce Ouais. qu'ils sont pas calés. C'est assez intéressant la géopolitique, je trouve, sur ça. Ouais. Puis même moi, tu vois, c'est des sujets que j'aime bien, même si je me revendique pas forcément expert là-dessus. Et d'ailleurs, Ouais. heureusement, parce qu'en fait, j'aurais pas forcément la légitimité. Non. Mais c'est quelque chose où je me suis quand même bien renseigné, tu vois, pendant peut-être 1 an et demi, tu vois. En fait, c'est à peu près quand il a commencé à y avoir à la fois les élections en France, la guerre en Ukraine et tous ces événements-là. En fait, j'ai essayé de comprendre un peu comment fonctionnait l'économie, comment fonctionnait le monde. Je Et c'est trouve. vrai que c'est hyper compliqué. Mm. Et d'un autre côté, c'est pas parce que, enfin voilà, on s'intéresse à ces sujets-là qu'il faut absolument les connaître pour se lancer dans le business aussi, tu vois. Bah, je trouve C'est c'est ça. Et les présidentielles de c'est plus de la 2022, culture. ouais, les présidentielles de 2022, elles ont donné beaucoup d'ampleur à tout ce qui était géopolitique, politique aussi en général. Et de plus en plus de monde se sont intéressés avec 2022 à la Ouais. politique et à qui contrôle le monde hein, de manière plus globale. Enfin, l'idée de contrôle, l'idée L'argent de, contrôle le monde. ouais, voilà, l'idée de pouvoir. Et c'est des sujets qui sont quand même bien parce que faut oser penser par soi-même. Ouais. Et mine de rien, je trouve que la politique, enfin on va dire la politique d'un point de vue présidentiel, député, ce genre de choses, Mm. comment on voit la politique à la télé, bah, c'est là qu'on voit qu'il y en a qui sont bêtes à manger du foin parce qu'ils écoutent justement la politique sans oser penser par eux-mêmes. Et après, il y a Ultra ceux droite, qui répètent, qui pensent pas par eux-mêmes non plus, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. qui sont en mode ah, lui, il a dit ça, donc je vais être d'accord avec tout ce qu'il dit, tu vois. Ultra droite méchant, ultra gauche totalement con, moi centre, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, Il alors faut qu'au trouver final, le juste pour milieu. moi, il n'y a pas de parti centriste. Enfin, en tout cas, si on considère Macron comme des centristes, pour moi, c'est pas un parti. En fait, J'ai jamais compris. ça dépend en fait. de où tu places, en fait, parce que tu vas avoir des sujets où ça va être quand même assez à droite, tu vois. Tout ce qui va être en fait maintenir entre guillemets l'aristocratie en place. Et après, tu vas avoir des sujets où ça va plus partir à gauche sur l'immigration ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas parce que tu as des idées de droite et des idées de gauche que tu es centriste, quoi. C'est juste que Ouais, c'est ça. tu es dispatché. Et c'est pas une moyenne, quoi. Faut pas le prendre comme ça. Et en fait, moi, en plus, la politique commence à me saouler parce que, en plus, c'est de la branlette parce que maintenant, ils ont plus trop de pouvoir. Et puis surtout, surtout en France et même en général, tout ce qui est politique, tu pourras jamais faire ce que tu veux Mm. parce que tu auras toujours des gens qui seront là pour te saouler. Même si tu crois profondément pouvoir changer ton pays, à part si tu deviens dictateur, tu pourras jamais changer ton pays. Mm. La France, c'est aussi pour ça que je pense qu'elle a besoin d'un gros coup de pied au cul et on va dire d'un déclic un petit peu choc, sans forcément dire guerre civile. Oui. Il peut être aussi très positif le déclic, mais ce que je veux dire c'est que la France en général a besoin d'un déclic parce qu'aujourd'hui, vu les mentalités, que ce soit la gauche ou la droite qui gagne aux élections, tu auras toujours l'autre camp qui viendra te casser, désolé du mot, mais qui viendra te casser les couilles. Je suis d'accord avec ça. Et en vrai, j'ai l'impression aussi que la France, et peut-être le monde en général, mais en tout cas, moi je le regarde plutôt au niveau français, plutôt de ce que je vois dans tous les jours. En fait, l'intelligence et le niveau de richesse, même si c'est pas forcément corrélé, se polarisent. Ouais, D'un côté, tu vas avoir en fait des gens de plus en plus cons, et de l'autre côté, tu vas avoir des gens de plus en plus smart, parce que notamment Internet, ça dépend vrai, comment tu l'utilises. c'est intéressant ce que Mais en tu dis. fait, si tu utilises Internet pour scroller du contenu débile sur TikTok en mode ah, c'est marrant, tu vois, là tu vas devenir de plus en plus con. Si tu utilises YouTube comme une mine d'informations en fait pour aller te former, pour apprendre des choses, ou Internet même pour t'enrichir, des choses comme ça, bah ça c'est être smart, tu vois, c'est utiliser la technologie pour Ouais, des tu bonnes devenir de choses. plus en plus intelligent. C'est ça. Et comme il y a les écarts de richesse, et où aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de devenir riche,
parce qu'avec Internet et tout, sérieux, il suffit d'avoir un ordinateur et Internet, Et de on se a une bouger le mine cul. d'informations et une mine de choses pour pouvoir créer de l'argent, pour pouvoir créer de la valeur. Créer de la valeur égale créer de l'argent. Mais à la fois, il y a cette partie de la population qui devient de plus en plus con et du coup qui ne réfléchissent pas à ce genre de choses ou qui ne réfléchissent pas à comment devenir libre financièrement ou comment se protéger. Ou quand je dis devenir pauvre, je ne parle pas que d'un point de vue argent, je parle d'un point de vue, on va dire, intellectuel, Ok. d'un point de vue, on va dire, psychique. C'est des personnes qui vont finir leur vie sans être heureux, sans être fiers de ce qu'ils ont accompli dans la vie C'est et triste, sans hein. avoir l'impression d'avoir marqué, pas le monde, mais d'avoir marqué leur monde, donc leur famille, etc. Et ouais, donc il y a de plus en plus de personnes qui deviennent de plus en plus pauvres. Mm. Et aussi à côté, paradoxalement, c'est de plus en plus facile de devenir riche. Et tu vois Sauf que les qu'aujourd'hui, gens tu as sont des cons. mecs qui ont 15 ans et qui font déjà des milliers Ouais, et d'euros qui font par déjà mois, du tu vois. business, c'est cool. C'est incroyable, en vrai, c'est incroyable. Et je pense que là, bah, du coup, ça polarise. Internet, en fait, rend l'accès, comme tu dis, à la richesse à tous. Mais en fait, tout le monde n'a pas forcément envie. Enfin, déjà, il y a des gens qui vont penser que c'est une arnaque parce que, en vrai, c'est normal. D'ailleurs, même, en fait, c'est normal au début de se dire peut-être que ça va être une arnaque, peut-être que voilà, parce qu'en fait, justement, c'est être intelligent, c'est ne pas croire n'importe qui, n'importe comment. Mais à partir du moment quand tu vois des gens qui le font, quand tu as des preuves que ça marche, enfin, tu risques quoi, quoi? Tu risques Ouais. quoi à te lancer? En plus, enfin, tu peux même te lancer gratuitement, tu peux faire tes premiers euros gratuitement, même si bon, moi je suis quand même de l'école qui dit que c'est quand même plus rapide de se former, de prendre potentiellement un coaching à un moment ou à un autre pour accélérer le process, tu vois. Ouais. Même si voilà, bah là, à la rencontre qu'on a ici avec tous les autres entrepreneurs, il y en a un qui a monté un gros business sans jamais avoir suivi de formation, mais voilà, il a mis des années, quoi. Il a mis au Ouais, moins c'est sûr. 5-6 ans, tu vois. Et en fait, bah, pour tenir 5-6 ans sans abandonner, déjà, faut être solide, quoi, mentalement, quoi. Mais ouais, mais moi, ça me fait penser que j'ai un message pour ta communauté. Vas-y, bah dis-leur. Le message, c'est super simple. Et moi, aujourd'hui, j'ai 23 ans, je fais énormément d'argent. Je fais plus de 100 000 euros, etc. Je crois j'ai terminé l'année Par à mois? 4. Non, non, pas par mois, Par an. par an. Ouais, bref, je fais plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai 23 ans. Il y a des jeunes qui sont encore plus jeunes que moi, qui font encore plus d'argent que moi, qui sont millionnaires, qui font beaucoup d'argent. Il faut faire gaffe, il y a aussi des menteurs, etc. On Ça, est il y en a d'accord. beaucoup. Mais le point où je veux en venir, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font beaucoup d'argent, qui deviennent de plus en plus riches. Vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous foutez aujourd'hui? Vous avez les mêmes armes qu'eux. Vous avez vous êtes humain, vous avez le même cerveau qu'eux. Vous avez deux mains. Faites de l'argent aussi. Bougez-vous. Si vous vous sentez mal, frustré, etc., si vous ne vous sentez pas fier ou heureux dans votre vie, bah, il y a un truc qu'il faut changer. Et en fait, il y en a plein qui gagnent, qui ont 20 ans aujourd'hui, qui font plus d'argent que des médecins, des avocats. Je sais pas si j'ai le droit de sortir une anecdote. Mais moi, tu vois, j'ai 20 ans. Et l'année dernière, j'ai fait un stage pour Ouais. finir mes études. Et en fait, un truc qui m'a assez fait rire, c'est que dans le service où j'étais, en gros, il y avait une personne en CDI et 2 personnes en alternance. Mhm. Et à moi tout seul, je gagnais plus que L3 réunis, tu vois. Et en vrai, c'est pas du manque de respect hein, si elle tombe sur ce podcast. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, en vrai, mais qu'est-ce que je fous là, entre guillemets. Ok, du coup, la vidéo a recoupé, décidément, on a un petit souci de batterie de caméra. Mais du coup, ouais, honnêtement, enfin, même si l'équipe était super sympa et que le directeur aussi était vraiment sympa, pour le coup, d'ailleurs, c'est un mec qui avait fait la même formation que moi quelques années avant et qui aujourd'hui fait des centaines de milliers d'euros par an avec 2 boîtes, même enfin, ça se compte en millions, aujourd'hui, il a même des employés. Tu vois, c'est encore là aussi, tu vois, c'est une preuve que c'était un des premiers aussi à se lancer dans le web vers 2015-2016, tu vois, Ouais. quand ça a commencé à émerger. Et il a eu les couilles de se lancer. Enfin, forcément, aujourd'hui, il a des gros résultats, tu vois. Mais du coup, ouais, c'était une anecdote assez marrante parce que tu vois qu'aujourd'hui, l'âge, les diplômes, c'est pas du tout corrélé à la richesse comme en fait ce qui était le cas pour nos parents, Ouais. où en fait, pour lancer une boîte à l'âge de nos parents, il fallait beaucoup d'argent, il fallait faire des prêts, il fallait avoir fait une école de commerce limite ou des trucs comme ça, il fallait déjà être un peu dans le cercle. Et où là, aujourd'hui, en fait, n'importe quel mec, même s'il n'est pas giga smart, il peut faire de l'argent en fait. Parce que juste, c'est une question de se bouger, c'est une question de tester des choses, c'est une question de prendre des risques. Et ok, ça fait un peu mindset bullshit gourou, mais en fait, enfin, on va pas se mentir, concrètement, c'est ça en fait qui fait qu'un mec va réussir ou il va abandonner, quoi. En fait, le problème avec le mindset, c'est que c'est devenu tellement cliché qu'il y en a qui l'ont décrédibilisé, Je suis d'accord avec ça. mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire que c'est faux. Hmm. Donc au bout d'un moment, moi, le meilleur conseil que j'aime donner, c'est de dire tu fais de l'argent? Non, alors ferme ta gueule. Écoute ce qu'on te dit et tu travailles, tu la fermes.
En fait, c'est le conseil que je me suis toujours donné. À chaque fois que j'avais le syndrome de l'objet brillant, donc c'est-à-dire que je voulais faire plusieurs business alors que je n'avais pas, je faisais pas d'argent avec un. À chaque fois que je commençais à me dire que je manque de confiance en moi, à chaque fois que je commençais à me dire est-ce que je vais réussir à faire ça, en fait, je me disais tout le temps, Louis, ta gueule. Ferme ta putain de gueule et travaille. Ferme ta putain de gueule et concentre-toi sur la chose qu'il faut que tu te concentres. Donc sur YouTube, sur créer ton business, sur trouver des clients, ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. De fermer sa gueule et d'aller taffer. Ouais, bah, en vrai, c'est clair. En fait, aujourd'hui, comme tu dis, en fait, je pense que les mecs du mindset, entre guillemets, l'ont trop réduit à des trucs bullshit en mode Ouais. ah, réveillez-vous, prenez des douches froides, ayez la morning routine, méditez, je sais pas quoi. En fait, bah, c'est pas forcément des mauvais conseils, mais c'est pas les conseils qui vont te permettre en fait, de lancer un business et de faire de l'argent. Le seul truc dont tu as besoin, en fait, c'est de te bouger, de bosser, d'apprendre, d'appliquer ce que tu apprends, de pas agir comme un obsédé. C'est-à-dire qu'en fait, bah, si tu fais un truc que ça marche pas, bah, comprends pourquoi ça marche pas. Peut-être que c'est. Enfin, en fait, c'est-à-dire que, mettons, un mec qui va se lancer sur les réseaux, Ouais. tu vois, il va entendre les conseils persévère, je sais pas quoi, il va lancer un reel sur un format machin, il va voir que ça marche pas, il va dire ok, je refais. Il va faire toujours la même chose sans améliorer. Bah, au final, il aura toujours pas de résultat parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est pour réussir, tu vois, faut se former, faut agir, faut analyser, faut implémenter ce que tu as analysé et il faut boucler comme ça. Faut Ouais, boucler. mais Et c'est ce que j'appelle beaucoup aussi quand j'accompagne mes élèves, ouais, la boucle, la boucle hypothèse. En ouais, gros, tu as une hypothèse. Donc, mettons, tu fais un reel, c'est ton hypothèse. ouais, Cette hypothèse, bah, du coup, tu vas en faire une action. Donc, ouais, ton idée de reels, c'est ton script. Tu vas faire l'action qui est tourner, publier ton reels. ouais. Et du coup, pardon, cette action va entraîner un résultat. Et ce résultat, il faut impérativement que tu donnes un feedback, que Mm. tu comprennes soit pourquoi ça n'a pas marché, soit pourquoi ça a Ça a marché. marché. Et ensuite, tu formules une nouvelle hypothèse et tu continues comme ça. Hypothèse, action, résultat, feedback. Et tu C'est continues, ça. tu continues, tu continues, tu Et continues. petit à petit, tu t'améliores quoi. Et petit à petit, tu t'améliores Enfin, et tu mec, fais de en l'argent. vrai, quand tu regardes mes premiers reels, ils faisaient 200 vues. Et là, le mois dernier, j'en ai deux qui ont fait 300 000 vues. Et là, je sais Ouais, que le mois prochain, je vais encore en faire plus, tu vois. Parce que là, justement, en plus, ce que je fais aussi, c'est que je passe beaucoup de temps à analyser ce que font les gens, notamment en Amérique, tu vois. Et parce qu'en fait, là aussi, je pense que ne pas copier ou ne pas s'inspirer, c'est aussi être arrogant, surtout dans la création de contenu. Mm. Parce qu'en fait, se dire, je débute, j'ai pas de compétences, et en fait, je vais sortir toutes mes idées tout seul, je vais pas regarder ce qui marche et je vais faire à ma sauce. Bah, en fait, c'est déjà se penser supérieur à tous ceux qui ont testé avant toi et qui ont fait des choses. Et là aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est très arrogant de se dire ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas de mal en fait à aller regarder un peu ce que font les autres en termes de création de contenu et en fait de reprendre à ma sauce, tu vois. Par exemple, s'il y a un Américain qui fait une vidéo avec un bon hook, etc., bah, peut-être que je vais reprendre le hook, mais peut-être que derrière le contenu, je vais apporter une autre idée. Et en fait, enfin, pour moi, il n'y a aucun mal avec ça, tu vois. Et au contraire, c'est une belle preuve d'humilité. Parce que des fois, moi, j'ai des gens, tu vois, qui me disent sur Instagram, ouais, enfin, moi, c'est aussi parce que j'affiche des notifications de virement en story, tu vois. Il y a des gens, ils aiment pas l'argent. Pour eux, montrer de l'argent, c'est être arrogant. Ouais. Mentalité un peu française des fois. Mais en fait, enfin, moi, dans la vie, tu vois, je suis pas, enfin, je pense que tu l'as remarqué, je suis pas quelqu'un de très arrogant. Je suis pas non plus le mec le plus humble, tu vois. Des fois, enfin, je sais me féliciter pour ce que je fais comme résultat parfois, même si j'estime pas avoir accompli non plus des grandes choses, tu vois, encore à 20 ans, et je pense que j'ai encore beaucoup à faire. Mais enfin, pour moi, faut avoir, enfin, il y a des choses en fait qu'en France on peut considérer comme de l'arrogance qui en fait sont totalement au contraire de quelque chose de plus humble, tu Ouais, vois. mais c'est vrai. Pas Mais... forcément les notifs de virement, ça c'est plus pour montrer aux gens que je suis pas un putain de Dubaï scammer qui en fait n'est même peut-être même pas à Dubaï et a acheté des packs de photos de Dubaï, Qui tu fait de la vois. moula. Ou ouais, je fais des Moula Club ou des trucs comme ça. Enfin bref, on citera pas les noms, hein, de toute façon le Moula Club c'est un nom que j'ai dit au pif comme ça, tu vois, mais je parlais pas d'un truc en particulier. Mais le fait d'avoir des. Enfin, déjà, bon, le problème des screens de virement en story, c'est que c'est quand même trucable, tu vois. Des mecs qui peuvent voler des Ouais. screens, faire du Photoshop. Du coup, même des fois, ce que je fais, c'est que je filme mon iPhone, tu vois. Genre, je prends. Et tu vas sur Stripe? Rec. En fait, non, je vais pas sur Stripe, j'ai les notifs, je scroll, enfin, je descends en dessous Ok. des notifs. En fait, c'est mon compte Insta. Et ça, enfin, Photoshop D'accord, ouais. ça, mec, tu vois. Genre, Ouais, c'est un peu chiant. c'est quasi impossible. Enfin, même moi, je saurais pas le faire et je sais même pas si des monteurs sauraient le faire, tu vois. Mm. Et en vrai, c'est pour ça, faut faire attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a des mecs qui volent des dashboards et tout.
Et c'est pour ça aussi que bah, moi, même si je montre des preuves, des trucs, enfin, je fais quand même des preuves que les gens font pas. Genre, des fois, je montre combien d'impôts je paye, tu vois. Genre, je montre littéralement un screen du reçu du mail. Bon, des fois, même le numéro de transaction, je vais pas afficher à tout le monde, tu vois. Mais il y a quand même mon nom, URSAF, machin, combien vous avez payé. Et bah, ça, il y a combien de gens qui le font, tu vois. Et ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, et ça veut pas dire que les gens qui le font pas d'argent, tu vois. Mais pour moi, c'est des choses qui sont pas de l'arrogance, c'est juste des choses en fait qui sont de bah, montrer aux gens que tu es légitime en soi derrière à potentiellement vendre des formations ou à parler de ton sujet. Parce qu'en fait, si tu le fais pas, les mecs vont dire ouais, mais tu fais pas de résultat, t'es un mytho. Si tu le fais, les mecs vont dire ouais, mais tu veux montrer. Et en fait, mec, il faut faire quoi, tu vois? Bah, en fait, il faut juste Et- pas écouter les gens. Ouais, il y aura toujours des choses à redire. Et puis, ouais, bah, tu parles des impôts et tout. Bah, moi, je vous souhaite d'avoir ce problème. Ah ouais? Dans la vie, tu auras toujours des problèmes. Ouais. Tu es célibataire, ton problème, c'est que tu as besoin de te mettre en couple. Mm. Solution, tu dois apprendre à séduire, tu dois trouver quelqu'un, enfin, tu dois faire des rencontres Ouais. et te mettre en couple. Et tu dois te bouger le cul. Ça, c'est le dénominateur commun à tous les trucs. En fait. C'est ça. Mais une fois que tu es en couple, une fois que tu as appris à séduire et que tu te mets en couple, bah, tu as un autre problème. Tu dois rester au top. Comment rester au top? Comment faire en sorte qu'elle reste amoureuse de toi, de maintenir ton couple, que tout se passe bien et tout? C'est un nouveau problème. Mm. Bah, en fait, il ne faut pas chercher à ne pas avoir de problème. Il faut chercher à avoir justement, à choisir ses problèmes plutôt. Mm. Faut, Ouais. faut se dire, putain, il faut que j'ai le problème, à savoir comment Mm. je fais durer mon couple. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ce problème, de se dire, putain, je suis amoureux, maintenant j'ai envie que ça se passe bien. Bah là, c'est pareil. Putain, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces impôts? Surtout Comment qu'en je vrai, résous ce problème? Je la m'expatrie, France, comment j'optimise ce genre de choses? Ouais. Et bah, moi, tout ce que je souhaite à tout le monde, c'est de se dire, bordel, je paye trop d'impôts, comment je résous ce problème? Ouais, et en fait, il y a aussi un truc que je remarque avec la France, c'est que des fois, tu as des mecs qui vont pas se lancer parce qu'ils ont peur des impôts, mec. Ah bon? Ouais, c'est chaud, mec. Genre, aujourd'hui, tu peux ouvrir une micro-entreprise en 30 minutes sur URSAF. Et même, je crois, genre, quand tu signes un client, par exemple, en agence, tu as 3 mois pour déclarer Ouais, ton SIRET. Ce qui veut dire que tu peux même commencer, en fait, sans même être déclaré, et tu déclares, en fait, quand tu fais de l'argent. tu peux être Donc, rétroactif, ouais. ouais, c'est ça, tu vois. Moi, c'est pas forcément ce que j'avais fait, j'avais créé avant, mais enfin, c'est même quelque chose qui est possible de faire. Et en fait, aujourd'hui, enfin, même il y a des gens, tu vois, qui pensent que le seul moyen de ne pas payer d'impôts, c'est aller à Dubaï. Alors qu'en fait, quand tu sais comment fonctionne le système des entreprises, le système fiscal, en fait, bah, il suffit juste que tu ne te verses pas de salaire et que tu le laisses dans la boîte, et que tu te Ouais, verses par le exemple. minimum. Et enfin, tu vois, tu as plein de méthodes pour optimiser. Et en fait, bah oui, c'est juste qu'il faut se renseigner, qu'il faut s'entourer des experts, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que en se débrouillant bien, bon, plus je vais jeter une Mm. bouteille à la mer, je vais pas Ouais. l'expliquer, mais en se débrouillant bien, en France, on paye 20% d'impôts. La TVA? 20%, sans forcément dire la TVA, mais que ce Yes. soit cotisation quand tu es Ouais, micro-entrepreneur, que ce c'est soit ça. l'IS quand tu es en société, tu payeras 20% de ce que tu gagnes, si Minimum, tu te ouais. débrouilles bien. Mm. Parce qu'après aussi, il faut considérer que tu as toutes les charges, ce genre de choses, le bénéfice, c'est toujours compliqué. Ouais, Mais il faut considérer que tu gagnes 10 000 euros, bah, t'en donneras 8 000 euros à l'État si tu te débrouilles bien. Si 2000, tu tu veux débrouilles dire. 2 000, ouais. Ouais, Si tu je crois gagnes, que- ouais, oui, ok. pardon, si tu gagnes 10 000 euros, tu en gardes 8 000 et tu en donnes 2 000 à l'État. Et si tu te débrouilles bien, sinon si tu te débrouilles mal, bah, t'en donnes 5 000. Ouais, voilà. Voilà. Et dans tous les cas, 5000, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours ça de prix. Oui, c'est toujours mieux que zéro. Ouais, voilà. Donc c'est un peu le problème avec ça. Bah écoute, avant de passer au dernier sujet de ce podcast, Ouais. moi je vais te demander un truc que je fais maintenant dans les épisodes, c'est que je vais te demander de recommander dans un premier temps un livre qui t'a inspiré, Ok. et après bah, une IA en fait que tu utilises, ou alors même si c'est GPT, comment tu l'utilises, tu vois, ou des choses comme ça. Mm. Enfin un peu l'IA que tu préfères et que tu pourrais recommander par exemple à mon audience, comme c'est quand même, à la base j'ai plutôt une audience qui est centrée sur l'IA, même si Ouais. j'aime bien aborder d'autres sujets. Parce que si tu parles que d'IA, quand même, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Et Je c'est comprends. bien de diversifier un peu. Ok. Mais, Bah, du coup, pour le livre que je recommande, il y en a un qui me vient en tête qui n'est pas forcément du tout entrepreneuriat. ok. Parce qu'en plus, on a parlé un peu de séduction et moi, j'ai vu que vous parlez de confiance en soi au Ouais. début et que je me suis lancé dedans. C'est plus quelque chose qui. C'est le premier livre qui m'est venu en tête parce que c'est, je pense, l'un des livres qui m'a le plus marqué. Et ce livre, il s'appelle Models de Mark Manson. C'est un Ok. livre de séduction, mais que je recommanderais à n'importe qui de lire. Notamment déjà, bah, si vous êtes intéressé par la gente féminine, si vous êtes un homme, donc ça vous aidera forcément. C'est un livre, franchement, c'est avec un livre de séduction et même de confiance en soi. Mhm. Je trouve que c'est le livre qui résume le mieux la meilleure façon de séduire, et que ce soit séduire une partenaire,
séduire en couple ou même séduire en façon business, Des prospects, séduire ouais. quelqu'un, des prospects. C'est en gros, je crois, le sous-titre, c'est séduire à travers l'honnêteté, en restant Ok. honnête. Et franchement, les conseils qui sont dedans et la façon, enfin, la façon dont il raconte les trucs, c'est vraiment incroyable. Et ce livre, il m'a vraiment beaucoup aidé dans mon parcours, on va dire, développement personnel et surtout de confiance en moi. Ok. Et pas que d'un point de vue séduction. Ok. Ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue séduction avec les femmes aujourd'hui. J'ai plus aucun souci grâce à ce livre. Et d'un point de vue, on va dire, confiance en soi, il m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je conseille ce livre, Models de Mark Manson. Tu pourras retrouver la ref. Je savais pas que Mark Manson avait écrit un livre sur le sujet justement. Et Parce que je bah, connais Subtle Art of Not Giving a Fuck, mais je savais pas l'autre. il l'a écrit avant, Models. Ok. Il l'a écrit avant. D'accord. Donc, si vous avez vu The Subtle Art of Not Giving a Fuck, donc l'art subtil de s'en foutre, vous y retrouverez beaucoup de conseils et beaucoup de références, beaucoup de choses qui se rassemblent parce que Ok. c'est la même philosophie de vie. Et les deux sont très bien. Même le livre L'art subtil est très bien aussi. Et du coup, pour l'IA, désolé, mais c'est ChatGPT. Ok. Toi, t'es maximaliste GPT à fond, quoi. Ouais, maximaliste et minimaliste du coup. Oui. Parce qu'en fait, je trouve que en gros, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'IA qui sont sortis, enfin beaucoup de nouveaux SaaS IA qui sont sortis, Copy AI qui existait avant ChatGPT, mais ce genre d'IA qui sont sortis se sont sortis sur des features, Oui. donc on va dire des fonctionnalités, mais qui sont possibles à faire avec ChatGPT. Ouais. Donc, je trouve qu'elles n'ont pas forcément d'utilité et que ChatGPT peut remplir aussi bien la tâche qu'eux, et même mieux parce que tu peux mieux customiser ChatGPT pour faire ça. Aujourd'hui, avec GPT-4, ouais. Ouais, c'est ça, avec ChatGPT 4 et tout, Custom GPT, ce genre de choses. En fait, tous ces SaaS, la vague de business model en mode vendez des SaaS IA, c'est la nouvelle Eldorado. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait, mais je trouve que c'est un peu la fausse bonne idée. Et du coup, ouais, j'utilise vraiment ChatGPT d'un point de vue IA, même s'il y a d'autres IA qui sont super bien. J'aime beaucoup celle de Photoshop. Ok, Photoshop, ouais, Firefly, j'ai beaucoup utilisé, surtout sur les miniatures, ce genre de choses. Ok. Je me rappelle pour une miniature sur une fille que je voulais mettre en image, en fait, elle avait un micro qui cachait son visage. Ok, tu l'as enlevé. Et je l'ai enlevé, ça passe nickel. Incroyable. Donc vraiment, Firefly que j'utilise beaucoup et ChatGPT, je l'utilise énormément pour m'inspirer. Parce que quand on se débrouille bien, je ne donnerai jamais mes prompts parce qu'ils sont secrets. Ça, je m'en doute. Mais quand on se débrouille bien, il aide beaucoup sur l'écriture, création de contenu et aussi sur l'inspiration. Surtout, il ne me génère pas des idées, mais il m'aide à structurer mes idées. Ok, ouais, c'est intéressant. Parce que, ouais, après, au niveau des prompts, je comprends. Je me doute bien que c'est pas un prompt que tu as sorti d'un pack de 10 000 prompts vendus 47 € des mecs qui génèrent les prompts avec ChatGPT. C'est plutôt 10 000 enfin, c'est plutôt moi qui ai fait 10 000 prompts différents pour tester, pour trouver le meilleur et travailler. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti en novembre, ChatGPT. Je l'utilise depuis novembre 2022. Et depuis, j'ai vraiment commencé à maîtriser, enfin, pas maîtriser, mais avoir de bons résultats avec ChatGPT à partir de juin. Ok, donc 8 mois de l'utiliser tout le temps, mais qui ne me sert pas tant que ça. Ok. Mais à force de persévérance, de patience, j'ai trouvé des prompts qui m'allaient à moi, qui me correspondaient et que j'arrive à utiliser parce que aussi je pense que c'est ça avec les prompts, c'est pour ça que j'aime bien le prompt engineering, donc savoir créer des prompts. Je trouve que c'est super bien de développer la compétence, de s'apprivoiser ses prompts et de comprendre comment ces prompts fonctionnent. C'est exactement ce que je dis. Et d'anticiper du coup avec ces prompts et de ne pas forcément vouloir copier les prompts des autres, mais c'est plutôt de s'approprier cette capacité de générer des prompts pour l'utiliser. Je suis très d'accord avec ça, et d'ailleurs c'est ce que je dis aux gens, tu vois. Souvent je dis en fait, dans l'utilisation de ChatGPT, il y a 3 niveaux, tu vois. Il y a le niveau 1, c'est le niveau basique, c'est genre t'envoies des petites requêtes classiques. Ça fonctionne très bien pour des tâches basiques, genre vérifier de l'orthographe ou des trucs comme ça. Après, il y a le niveau 2, c'est générer les prompts avec ChatGPT, les packs de prompts. Sauf qu'en vrai, les packs de prompts, ils sont souvent aussi générés avec ChatGPT, tu vois. C'est pour ça que moi, les mecs qui font ça, je les vois un peu en mode scammer, tu vois. Sans citer de nom, mais il y a des grosses personnes dans cette thématique de l'IA qui vendent que ça, qui vendent ça très cher et qui en fait derrière, je suis pas sûr à 100%, mais on va dire à 95%, tu vois, qu'ils les ont générés avec ChatGPT. Parce que quand on donne autant, en fait, ils passent pas leur vie à écrire des prompts, on n'est pas dupes non plus, tu vois. Il y a quelques prompts qui servent à ce moment-là, mais pas tous, quoi. 10 000 prompts, en fait, jamais on aurait besoin de 10 000 prompts. C'est ça. J'ai 20 prompts. Ouais, voilà, en vrai, perso, c'est pareil. Dans la formation que j'avais créée sur ChatGPT, je crois que j'en avais une trentaine, tu vois, un truc comme ça. Et ce que je dis aux gens, c'est que le niveau 3, en fait, c'est soit tu délègues l'écriture de prompt à quelqu'un du coup qui doit quand même bien connaître et ça te coûte très cher en général.
soit tu apprends la compétence, et en fait là c'est mieux parce que tu maîtrises l'IA en quelque sorte, tu sais faire des trucs qui sont vraiment genre personnalisés pour ce que tu fais, et c'est là en fait que je trouve que tu as vraiment le potentiel max du GPT, et encore plus maintenant que tu as les GPT custom où tu peux fournir des datas, des choses comme ça, ou alors, ça c'est un truc que je creuse aussi bien depuis plusieurs mois, c'est le fait d'intégrer ChatGPT dans des scénarios sur make.com, je sais pas si tu connais. Ouais, si. Moi, j'ai jamais voulu parce que j'ai toujours une vision minimaliste du business. Ok. Et intégrer ChatGPT, euh, j'ai peur que ça complexifie trop les choses. Ça dépend comment c'est fait en Ça fait. dépend comment c'est fait, évidemment. Mais en fait, pour la vision que j'ai, utiliser juste ChatGPT comme j'utilise et essayer de simplifier le plus possible le reste du business, pour moi, ça me convient parfaitement. Ok, ouais. Mais Après, ça dépend vraiment du type de business, tu vois. Parce que évidemment. par exemple, on parlait avec Mathis sur l'e-commerce et il me disait, mec, tu vois, une automatisation, mec, il gagne 300 balles par mois de comptable, tu vois. Ouais, ça c'est trop Typiquement bien. pour les factures. Donc, niveau rentabilité, tu vois, l'outil, il coûte 10 balles par mois et derrière, Mm. c'est. Et je crois qu'il n'y a même pas d'IA en plus dessus, parce qu'il y a aussi les automatisations sans IA, tu vois. Ça aussi, c'est vrai que souvent, on a tendance à mettre le mot IA un peu rapidement, mais des fois, juste des automatisations sans IA, ça fait déjà des très très bons résultats. Ouais. Et du coup, pour clôturer avec un dernier sujet du coup, sur ce podcast, c'est quelque chose, je pensais qu'on l'aborderait avant, mais en fait, je ne sais pas si on l'a un peu oublié ou on a parlé d'autres choses, et voilà. Mais tu as beaucoup parlé de la partie dropshipping, tu as parlé de la partie YouTube, et il y a une partie que tu n'as pas développée, du coup, c'est la formation que tu fais, du coup, que tu as lancée, je crois, il y a à peu près 1 an avec l'accompagnement. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, peut-être que ça intéressera aussi des gens qui regardent ce podcast. Ouais, bien sûr. Et ben, du coup, en gros, ce que j'ai lancé en janvier 2023, donc ça va faire 1 an, je pense, quand tu vas sortir l'épisode. Ouais, c'est en janvier. En fait, j'ai lancé un accompagnement sur le marketing en ligne, et notamment sur le fait de créer une agence. Donc, si vous voulez vendre des services et que vous voulez être accompagné sur la vente de services, c'est-à-dire accompagné sur la sélection du service à vendre, sur comment s'organiser d'un point de vue productivité, d'un point de vue gestion du temps, d'un point de vue aussi éviter la prise de risque non calculée, et qu'en plus après vous voulez apprendre à prospecter, à trouver vos premiers clients, comment gérer les appels et puis gérer la livraison pour qu'ils tombent amoureux de vous. Vu que moi j'aime toujours le domaine de la séduction, j'ai laissé quelques petites piques comme ça sur la séduction dans le podcast. J'aime énormément le domaine de la séduction et moi c'est pareil pour les clients. Mon objectif c'est qu'ils tombent amoureux, que ce soit le coup de foudre. Et j'apprends à faire ça dans mon accompagnement. J'accompagne semaine après semaine. Il y a des appels de groupe, il y a aussi du coaching individuel. Et en gros, tout autour de l'IA, tout autour des compétences, parce que pour moi le plus important c'est de développer des compétences. Donc c'est une formation qui aide non seulement à générer ses premiers revenus, mais qui aideront ensuite plus tard à faire plus d'argent, parce que le marketing ça aidera dans tout le reste des domaines de sa vie. Clair, ouais. Que ce soit, on veut créer un e-commerce plus tard, on veut aider son pote à lancer sa marque de vêtements, ce genre de choses, on peut Et s'aider du du coup, marketing. toi, ton but avec cette formation-là, c'est un peu de devenir la référence dans le lancement de la prestation de service. Par exemple, pour quelqu'un qui voudrait lancer une agence, pour quelqu'un qui voudrait Ouais. lancer vraiment un business en prestat de service, tu veux être comme Yomi a pu être le mec de l'e-commerce, tu veux être le mec de la presta et de l'agence, quoi. Je veux être le mec, tout simple. En fait, je veux tout défoncer, en fait. Je veux Ok, tout ouais. péter. Je veux faire en sorte que ce soit la meilleure formation en ligne du monde, pas Ok. française, mais aussi C'est un beau grâce à projet. l'IA, je vais pouvoir la traduire, et donc du monde. Ça, ouais, c'est un bon C'est très use simple. case. Ouais, voilà, mais c'est très simplement. Je veux tout le temps l'améliorer. Donc, quand on prend l'accompagnement, en plus, c'est à vie. Donc, on a toutes les améliorations que je veux faire ensuite. Mhm. Et je veux faire la meilleure chose possible. Mon Ok. objectif est simple, c'est de donner des résultats à mes clients et de mettre tout en œuvre pour qu'ils aient les résultats et tout défoncer, faire le meilleur produit au monde. Tout simplement, tu veux te lancer dans le business, tu veux te lancer dans le marketing et faire de l'argent, en fait, tu as 2 choix. Soit tu achètes une autre formation, tu te rends compte que c'est de la merde, du coup tu viens chez moi, soit tu viens directement chez moi. Après, honnêtement, tu vois, genre, t'as quand même des bonnes formations. Moi, quand je me Oui, suis non, mais on lancé, est d'accord. j'avais Je suis commencé d'accord. avec une formation et franchement, tu vois, j'ai eu des résultats. Mais après, la question aussi, c'est faut que les gens se bougent. Donc, c'est pour ça aussi Ouais. que tu as mis des coachs ou des choses comme ça. C'est ça aussi. C'est assez intéressant. Et du coup, ouais, je pense que tu as un bon potentiel. En tout cas, j'ai vu la vidéo d'intro du coup Ouais, ces merci. derniers jours et en vrai, franchement, je pense que je peux recommander en tout cas. Donc voilà, je voulais quand même te permettre d'en parler à la fin du podcast parce que déjà, Ouais. merci d'avoir accepté l'invitation et C'était d'être avec passé sur la plaisir. chaîne. Moi, j'ai hâte de voir Et, ce que tu vas faire ensuite parce que c'est super intéressant aussi tout ce que tu fais autour de l'IA
et autour de la création de contenu et tout. J'ai Ouais. hâte de voir comment ça va évoluer. Bah moi là, tu vois, pour 2024, ce que je prévois de faire, c'est de faire une formation du coup pour aider les gens qui ont déjà un business du coup à en gros accélérer avec l'IA, l'automatisation Mm. et en fait bah, faire le meilleur programme de France là-dessus parce qu'en fait il y a quelques formations qui sont sorties, mais souvent en fait, c'est des formations soit elles sont longues Ouais, et c'est de la formation. En fait moi, tu vois, je vais pas révéler mon plan parce que j'ai peur que mes concurrents me niquent là-dessus, mais je vais faire un truc très hybride en fait pour assurer que les gens aient des résultats trop même cool. s'ils n'ont pas forcément envie de suivre toutes les vidéos et suivre toute la formation, tu vois. Et donc vraiment, en fait, se concentrer sur ouais, les résultats clients. Et d'un autre côté, pour les gens qui n'ont pas encore de business, ça, en fait, tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, j'avais aucun business qui était réplicable sur lequel je pouvais faire une formation. Mm. Parce qu'en fait, mon premier business dans les logiciels de son, je sais très bien que ça va pas intéresser les gens, que c'est pas lié à l'IA, donc ce serait un peu bizarre de lancer ça. Et en plus, c'est mon premier mentor, tu vois, qui m'avait appris ce business-là. Et enfin, vis-à-vis de lui, tu vois, d'ailleurs, big up à Dario si tu passes par là, je me verrais vraiment pas faire ça. Et après, du coup, bah, moi, je suis vraiment un infoproduit, mais pour aider les gens qui ont déjà un business. Du coup, je peux pas forcément, enfin, c'est pas forcément réplicable pour d'autres personnes. Mm. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, j'ai un ami à moi, du coup, en fait, c'est un ami à moi qui a un business qui marche et qui est réplicable et qui va en fait venir enseigner du coup à mes élèves, tu Ok, vois. cool. Et moi, je vais un peu faire l'intermédiaire. Et je voulais pas en fait niquer les gens avec une formation où ils n'auraient pas de résultats. Je voulais m'assurer, tu vois, que s'ils agissent, ils en aient. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, que ça a mis du temps, que j'ai attendu 2024 pour le faire. Et j'espère que ça va marcher et qu'on va pouvoir tout sortir dans les temps et que ça va être carré, quoi. Trop cool, bah, je vais suivre ça. Hâte de voir ce que ça va donner du coup. Bah écoute, mec, si dans un an, enfin, ou je sais pas, on refait un Ouais, podcast et on pourra faire le bilan et voir comment on a évolué. bilan, Et ouais. écoute, un maximum de réussite pour l'année prochaine. Et pour conclure ce podcast, je sais pas si tu veux faire le mot de la fin ou si tu as quelque chose à dire ou si tu veux que je le fasse. J'ai pas grand chose à dire pour le mot Je de la pense que tu fin. as déjà dit Ouais, j'ai déjà dit beaucoup de beaucoup de valeur choses. dans ce podcast. Tout ce que je peux dire pour la fin, c'est mais remettez-vous au taf. Taffez. Et ah oui, ici, peut-être dernier conseil que j'aime bien, c'est que moi je suis très esprit shonen pour ceux qui connaissent, donc j'adore les mangas. Mhm. Et je suis quelqu'un qui, on va dire, qui est discipliné et motivé beaucoup sur l'émotion. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous aimez la musique épique et Hans Zimmer, mettez ça et défoncez tout au taf. Moi, ça me motive à chaque fois et ça me donne envie de me bouger le cul. Donc soyez émotionnel positivement et bougez-vous le cul. Soyez énervé, ayez la rage et fermez votre gueule si vous déviez de votre trajectoire et reconcentrez-vous sur ce que vous faites. Belle conclusion. Écoutez, à bientôt et pour un prochain podcast. À bientôt, ciao. Ciao. Merci pour ton écoute de ce podcast. Je voulais juste te rappeler que tu peux télécharger la fiche qui contient les meilleures recommandations de chaque invité qui est mise à jour épisode après épisode avec le lien qui sera dans la description.